Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. C'est le numéro WhatsApp. Tu peux envoyer ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube, la page c'est DMG TV. On va commencer aujourd'hui avec la première histoire. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Et surtout, dites-moi à chaque fois ce que vous pensez par rapport à telle histoire en commentaire. Et surtout, utilisez les H1, H2, H3 là, pour dire histoire 2, H1, bien H2, ça veut dire histoire 2, H3, histoire 3, pour dire voilà, fais comme ça, fais comme ça. Et sachez que tous ceux qui racontent les histoires là viennent toujours pour écouter aussi et lire vos commentaires. Donc, si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas, faites-le en commentaire. Sachez qu'ils vont forcément lire votre commentaire. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Première histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter une petite histoire en fait qui me concerne. J'étais encore très jeune lorsque j'ai vécu toutes ces choses-là. Il y a certaines d'entre elles qui m'ont poursuivi jusqu'à maintenant. Quand j'étais jeune, je dirais très jeune, on va dire 7 ans, 8 ans par là, j'allais à la plantation avec ma grand-mère, donc la mère de ma mère. Chaque fois qu'on allait à la plantation, en chemin, je croisais toujours un serpent qui me traversait avant que moi je ne passe. Et ça se produisait chaque fois qu'on allait à la plantation. Donc un jour, nous sommes allés à la plantation, la grand-mère était en train de sarcler et moi je lui avais dit que je voulais faire les selles. Comme ça, elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle avait cueilli des feuilles mortes. Elle m'avait creusé le trou pour que je me libère à l'intérieur. Donc, de l'autre côté de la plantation en fait, il y avait une autre plantation de l'autre côté, je pense. Et la plantation de ma grand-mère, c'était des hautes herbes qui séparaient l'autre plantation à celle de ma grand-mère. Donc, après, j'étais là, je me libérais tranquille. J'ai écouté les bruits des feuilles mortes là, quand une personne marche sur des feuilles mortes. Mais vraiment une belle voix, la personne pleurait, marchait en pleurant. La personne s'éloignait au fur et à mesure de nous. Donc la grand-mère, comme on dit chez nous, elle avait la tête ouverte. Elle avait porté son foulard et puis elle s'était mise à parler à notre langue maternelle en disant que passe avec tes problèmes et tout ça là. Moi, je suis ici avec ma petite fille, je n'ai pas tué quelqu'un. Passe avec tes problèmes. Et la voix s'éloignait. Vraiment, je vous assure que la personne, c'était un homme, mais la voix était tellement belle. Et cette histoire est passée. Une autre fois encore, on était à la maison familiale, l'une des maisons que mon grand-père, le mari de ma grand-mère, avait construit. Il y avait une dame qui était chez sa belle famille, donc au voisinage. Elle avait perdu sa fille, bébé, vraiment bébé. Donc il y avait les toilettes traditionnelles dehors là. On avait enterré le bébé quelque part là, à côté du toilette, derrière notre maison familiale. On était tous en vacances. Donc au fil des années, je ne sais pas si elle avait grandi, je sais pas. Je dormais. Comme on était nombreux et tout, les places n'étaient pas assez suffisantes, les chambres pour recevoir tout le monde. Donc moi, je m'étais mise à dormir au salon avec certains de mes frères et sœurs. Et comme ça, au milieu de la nuit, j'écoute une personne chanter. Vraiment une heure tardive, la personne chante, la personne chante. Mais comme j'étais aussi une petite fille vraiment curieuse, j'étais allée ouvrir la fenêtre du salon à cette heure-là. Et elle avait arrêté de chanter. C'est comme si elle m'observait. Vraiment une belle voix. Celle-là, elle chante dans une église. Je vous assure que tout le peuple de l'église va être touché.
Donc voilà, quand j'ai ouvert la fenêtre, elle avait arrêté de chanter. Mais il y avait le noir, je ne voyais rien. Après, quand j'avais vu qu'elle avait arrêté de chanter, moi aussi, aussitôt, j'ai pris la fenêtre, j'ai fermé. Quand je ferme la fenêtre, la go reprend à chanter. Je dis, ah là, c'est plus bon. J'étais allée retrouver les autres dans la chambre et tout ça. Et j'avais dormi sur les autres avec la peur. Voilà, maintenant je suis grande. Je me dis, peut-être ce sont les choses de l'enfance. Je suis grande, je suis dans les 20 et quelques. Parce qu'aujourd'hui, j'aurai bientôt 38 ans. Donc, je suis chez ma grande sœur dans l'un des quartiers de notre pays. J'étais allée pour un séjour, donc je m'étais mise à dormir. Mais ma tête était du côté de la fenêtre. Et là, il y avait une femme qui était venue parler devant la fenêtre de la chambre que j'occupais là-bas. Elle parlait carrément ma langue, quoi. Une langue de chez nous. Donc j'avais écouté tout ce qu'elle avait dit. Elle cherchait la personne qui l'avait tuée. Et quand je suis face à ce genre de personnes-là, généralement, j'ai des frissons et je n'arrive même plus à bouger. Je suis prise de peur. Mais avant ça, d'abord, je passais le bac. Avant l'histoire de la dame, je passais le bac. Je m'étais réveillée à 4 heures pour étudier. Malheureusement pour moi, je n'avais pas tenu le sommeil. Il m'avait attrapé. Donc, à un moment donné, j'ai senti que je n'arrivais plus à ouvrir la bouche, comme si une présence était là et puis la présence, ça m'étouffait. Et comme de faisant, je suis en crise, il y a une voix interne qui m'avait dit, mais tu veux ouvrir ta bouche pour prier, la bouche ne s'ouvre pas, pourquoi tu ne pries pas avec le cœur? Je vous assure que c'est comme si on m'étranglait et le corps était devenu, on va dire, inapte. Je n'arrivais même plus à bouger. Donc, à l'intérieur de moi, je disais Jésus, Jésus, Jésus. Et je sentais que cette présence-là me libérait. Revenons maintenant à l'histoire de la dame en question. Donc, devant ma fenêtre, elle disait qu'elle cherchait l'homme qui l'avait tué. Elle avait donné même le nom du monsieur qui l'avait tué, c'était un homme. J'étais là, DMG, sans vous mentir. J'étais là, je n'arrivais même plus à bouger, je l'écoutais seulement. Elle était juste, on va dire, derrière ma tête parce que la fenêtre était au niveau de l'endroit où était posée ma tête. Selon la position du lit. Elle a sorti le nom du monsieur. Quand elle cherche le monsieur là l'a tué. Je suis restée là, je n'avais même pas dit un mot. Ça s'est passé. Une autre fois encore, je suis chez moi là. Comme j'aime traîner dehors. Hein. Ah oui, j'aime traîner dehors. Vers minuit comme ça là. J'écoute des pas, des personnes qui descendent. Il n'y a pas la barrière, donc comme si les gens revenaient du haut pour descendre chez moi. Mais les gars, ils étaient en babouche. Ils parlaient, mais je ne comprenais pas. Quand ils se sont rapprochés de ma porte, j'ai ressenti la chair de poule. Et là, j'avais déjà mon bébé. J'ai senti la chair de poule. Les gars ont traversé toute ma devanture. Ils ont fait le tour de la maison. Ils sont remontés. Tout ça là, j'étais avec la chair de poule. Ils étaient à deux et les deux étaient en babouche. J'ai dit, ah Seigneur, moi je me reconnais dans rien. Donc, s'il passe, il n'avait qu'à passer. Cette histoire est passée. Une autre fois encore, je suis au travail. C'est l'heure de la pause. J'ai dit, ah, je vais dormir aux archives. Je vais m'assoupir aux archives. Là-bas, à l'époque, on n'avait pas encore les caméras partout. Je vais m'assoupir aux archives. Mais je sens une présence surnaturelle dans les archives. Je dors encore. Je sens maintenant comme s'il y avait un jeune enfant qui faisait le bruit, qui courait et tout. Je dis, ah, c'est quoi l'histoire là, Seigneur? Je force encore le sommeil. L'enfant est là, vraiment très agité. Il court, il revient. C'est comme si c'était sur le plancher. Il court, il revient. Je dis, non, là, c'est pas bon. Il y a un esprit ici.
quand je sors des archives, vraiment, nez à nez avec la collègue, elle me dit, c'est comment? Je dis, ah, j'ai ressenti la présence d'un mauvais esprit ici. Elle dit, oh, mais toi, c'est aujourd'hui que tu sais ça. C'est depuis. Bon, si je raconte l'histoire là, c'est parce que j'essaie un peu de chercher jusqu'à aujourd'hui ce qui ne va pas. J'ai grandi comme ça. Même quand je suis devant la porte, il se fait tard. Au niveau d'un endroit là où se trouvent les bananiers, tu sens même une personne qui te dit mais moi j'étais vraiment curieuse. Quand je regarde comme ça, je ne vois rien. Je regarde, je ne vois rien. Mais quand ils sifflent, quand du dos, ils sifflent. Quand tu les regardes, ils arrêtent. Maintenant, moi, ma question est celle-ci. Est-ce que c'est un esprit que je dois enlever? Le fait de ressentir les fantômes, le fait de les écouter, les voir, non. Je ne veux pas mentir, les voir, non. Genre, si je suis à un endroit, je sais que là, il y a un mauvais esprit et tout. Et je me mets en prière. Donc, je ne sais pas si c'est un don, si c'est un esprit maléfique qu'il faut enlever. Beaucoup me disent que c'est un esprit maléfique. À l'église, on me dit que c'est un don. Et les gens insistent en disant que c'est un esprit maléfique. Même certaines personnes qui prient disent que c'est un esprit maléfique. Chez nous, il y a plusieurs histoires qui se produisent. Parfois, le fantôme l'a giflé, le fantôme. Et moi, je me dis que c'est un don. Bon, moi, personnellement, je me dis que c'est un don. Parce que, imaginez un peu que nous sommes à un endroit où il y a un fantôme qui veut gifler quelqu'un. Moi, je peux me mettre en prière pour faire fuir le fantôme. Bon, enfin, du moins, je ne sais pas. Laissez tout en commentaire et puis je vais lire si mon histoire vous intéresse. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, comment tu vas? J'espère que ça va et toute la communauté aussi, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je viens vous raconter l'histoire, une histoire que j'ai vécue personnellement. Il y a de cela 7 à 8 ans, voilà, j'ai déménagé Libreville pour venir rester à Port-Gentil. Et arrivé à Port-Gentil, vu que je ne connaissais personne, je suis rentrée dans des groupes Facebook, WhatsApp, pour chercher des personnes avec qui partager les journées et tout. Et je suis tombée sur un groupe de filles, voilà, on nous avons fait connaissance, on a fait la tontine ensemble et tout. Et dans le groupe, il y avait une qui avait toujours le visage d'une vieille maman. Elle était dans la trentaine, mais son visage, elle avait le visage de quelqu'un qui a 50 ans. Et on se plaint toujours moi pointu. Ah, ma côté aussi, dans ton visage, toujours que. Et c'est un peu de fait, même le gommage, le masque, tout ça là, le visage est toujours que vieux, mais tu es à la centaine. Et c'est comme ça, un jour, je suis assise à la maison. Et j'habitais très loin, parce que le quartier où j'étais, c'était très très loin. Pas de route, pas de goudron, donc pour y accéder, c'était tout un problème. Elle m'appelle un matin. Elle m'appelle. Elle me dit, je suis d'arriver chez toi. J'ai dit, ok, je suis seule à la maison, parce que je suis nouvelle dans la ville, je ne connais personne. Elle arrive chez moi, quand je la regarde, elle est toute magnifique, le visage d'une jeune fille de 17-18 ans, bien tiré. Je dis, Marco, tu as fait comment, Seigneur Jésus, mais c'est comment ton visage est tout magnifique comme ça et tout. On me dit, ah non, c'est rien et tout. Elle rentre dans la cuisine, elle fait les sandwichs et tout, elle prend le jus. Le temps que moi je rentre dans la chambre, quand je ressors, je vois mon copine qui est partie en courant. À peine tu es arrivé, oh non, il y a un gars qui vient de m'appeler, là, je suis partie. C'est comme ça qu'elle part chez où? Et puis elle est folle ou bien elle est normale. Donc elle est tirée chez elle pour venir jusqu'ici, loin. Même pas 30 minutes, elle repart. Ah, tant pis. Moi je suis restée à la maison à regarder la télévision. Et c'est comme ça que monsieur rentre le soir. Quand monsieur rentre le soir, il me regarde. Il me dit, c'est comment ton visage est bizarre comme ça? Je lui dis, comment ça? Il dit, bon, peut-être que c'est moi, peut-être que je suis fatiguée, ou que ça y est. Je fais à manger, je commence à manger. Bon, moi, je suis initiée, voilà. Dans notre famille, nous tous sommes initiés. Dans notre famille, tu ne peux pas mettre et puis on ne t'initie pas. Chez nous, quand tu nais en même temps, c'est l'initiation. Il faut la bouche. Donc, je commence à ressentir
quelque chose qui veut rentrer en moi par le dos. Je dis, c'est quoi ça? J'ai dit à mon ami que non, je me sens pas bien, je sens quelque chose qui veut rentrer en moi, je sais pas ce que c'est. Moi, je suis initiée depuis, nous, nos esprits ne rentrent pas bêtement comme ça, non, s'il n'y a pas de vie et tout, non, ça ne rentre pas bêtement, je comprends pas ce qui se passe. Mais la chose insiste. C'est pour ça que j'ai dit à mon ami que non, puisqu'on mange dans la chambre, voilà. J'ai dit non, va d'abord au salon, je vais d'abord essayer de me concentrer puis de voir ce que c'est. Et c'est comme ça qu'il va au salon, je commence à prier, voilà. Je commence à prier, que ça se voit. Je commence à prier comme gens des églises éveillées, tout ça, parce que je fréquentais les gens des églises éveillées. Et puis, bim, on me dit, non, il y a un fantôme qui veut rentrer dans ton corps. J'ai dit, yeah. Et Adama. Donc, je commence à prier. En même temps, mon genou monte aussi. Donc, je sens maintenant comme un combat maintenant moi. Comment l'autre veut rentrer, l'autre est déjà rentré, l'autre empêche l'autre de rentrer, tout. Et puis, à un moment, ça se calme. Ça se calme, je fais un saut d'eau et tout, avec certains ingrédients, je me lave pour essayer un peu de calmer la chose. Quand on rentre maintenant pour aller dormir, je suis en terminé, voilà, on rentre pas à dormir, je dors. Je revois maintenant le film de ma copine qui m'a appelé le matin, qui vient à la maison. Mais quand elle vient maintenant, elle n'est plus seule. Elle est accompagnée d'une jeune fille et d'une vieille maman. Mais tu vois la maman, les gens des vieilles mamans qui sont vieilles mais vilaines. Là, parce qu'il y a des gens des mamans vieilles que tu vois la vieille maman, tu sens qu'elle est une vieille maman qui est belle. Mais le genre de vieille maman mais vilaine. Donc la vieille maman est là debout à côté d'elle, la jeune fille est là debout à côté d'elle. Et elle dit à la vieille maman de s'asseoir. Donc moi je vois comment je rentre dans la chambre, et elle dit à la vieille maman de s'asseoir. Donc le temps que elle part à la cuisine. Donc, quand je ressors de la chambre, quand elle fuit, elle part là. Elle fuit avec l'esprit de jeune fille qu'elle vient avec. Donc, quand moi je l'ai vue qu'elle était toute belle, elle était rajeunie, c'est parce qu'elle allait prendre notre fantôme maintenant de jeune fille. Donc, elle fuyait maintenant avec la jeune fille et la maman est restée là assise dans mon salon. Et après, je vois comment la maman vient maintenant monter maintenant, elle veut maintenant monter sur moi et tout ça, et je commence à rejeter que tu es une menteuse, tu ne peux pas rentrer dans mon corps il est habité, machin. Donc, je commence à rejeter la main, que comment tu es vilaine, et puis tu veux venir rentrer dans mon corps, tu ne peux pas rentrer dans mon corps, tu peux rentrer dans mon corps. Puis je me suis réveillée. Je me réveille, il est 5h30. Je réveille mon ami, je lui raconte. Et comme lui sait que moi, j'ai des visions, il me dit, ah, tu vois, quand c'est comme ça, il faut laisser, parce que si tu dis des choses comme ça sont un problème. Je dis, mon frère, c'est même mieux qu'on m'emmène en prison. J'appelle la fille là tout de suite. Et comme cette fille-là avait sur le sang chaud comme moi, c'est la qualité, si tu lui dis quelque chose qu'elle ne connaît pas, mais elle va débarquer. Et c'est comme ça que je prends mon téléphone à 6h, hein, je l'appelle, je dis, hé, ma chérie, le fantôme de la vilaine vieille maman que tu es venu me déposer chez moi, il faut venir aller. Si tu vois encore ce fantôme-là, ce que moi je vais t'envoyer, ça dit que toi-même, tu ne vas pas croire. Je l'ai menacée, elle ne m'a pas demandé que Audrey, de quoi tu me parles, elle ne m'a pas dit que mais qu'est-ce qui se passe, rien. Elle est restée là, bouche bée, j'ai raccroché. Mon gars a commencé à paniquer, mais là, c'est ça le problème et tout. Et là, celle-ci-là, jusqu'aujourd'hui, n'est pas venue chez moi me demander que de quoi tu me parlais ou tu m'as parlé le matin. Et son vieux visage-là est revenu. Donc, la vieille maman est retournée chez elle. Donc, c'est pour dire aux jeunes filles de faire très attention aux personnes que vous fréquentez. Soyez vraiment éveillés. Et connaissez votre corps. Quand vous voyez que quelque chose ne va pas dans votre corps, commencez à prier ou invoquer les génies qui vous protègent. Voilà, c'était ça mon histoire. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Partagez, commentez et likez. Bonne soirée. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. J'ai une petite histoire à raconter. Avant ça, je voudrais inviter tout le monde à liker, partager et commenter pour agrandir la communauté. J'ai une petite histoire qui m'a été racontée par
une voisine qui a été témoin de la scène. En fait, la scène se passe à Batouri, à l'Est Cameroun. C'était entre deux voisins dans le quartier. En fait, deux couples. Le premier couple, le mari était chauffeur grumier et sa femme avait une boutique au marché à Batouri. Donc, c'était des Bamoun. Le deuxième couple, c'était des Bouddhas. Bon, l'homme et la femme aussi étaient commerçants. Et l'homme, donc, le monsieur du deuxième couple sortait avec la femme Bamoun qui avait la boutique. Ils sortaient ensemble. Et le mari de la femme Bamoun a constaté. Son mari a constaté. Et il les avait aperçus un soir, tous les deux ensemble. Il leur a dit que ce que vous faites là, faites attention. Et arrêtez ce que vous êtes en train de faire là, arrêtez. Il a averti, il est passé. Mais entre-temps, les autres, les conjoints se sont calmés pour quelque temps. Ils se sont calmés, mais après, ils ont repris leur aventure en disant, ah, qu'est-ce qu'il va faire et tout. Un jour, donc, ils prennent rendez-vous, comme à l'accoutumée, ils vont à l'hôtel, dans le lieu habituel. Et lorsqu'ils arrivent à l'hôtel, ils commencent à faire leurs choses et tout. Voilà, le monsieur, ils ont donc commencé à faire les rapports. Lorsqu'ils ont fini, le monsieur maintenant veut quitter sur la dame. Il n'y a pas moyen. Ils sont collés, serrés. Il n'y a pas moyen. Ils font tout. Il n'y a pas moyen. Ils essaient de se dégager comme ils peuvent. Rien. Le monsieur maintenant prend son téléphone. Il avait un ami qui avait un véhicule. Il prend son téléphone. Il appelle son ami. Il explique la situation à son ami. Voilà, je suis à tel endroit. Voilà ce qui m'est arrivé. Je n'arrive plus à quitter sur la femme et tout. J'ai besoin de ton aide. Viens avec le véhicule nous chercher. Son ami vient donc à l'hôtel avec le véhicule. Il les prend tous les deux. Il les amène à l'hôpital, là dans la ville de Batouri. Et quand ils arrivent là-bas, les médecins qu'ils ont trouvés sur place, les infirmiers et autres, bon, ils ont vu la situation, ils ont essayé de les examiner et tout. Ils ont essayé ce qu'ils pouvaient. Mais ils ont vu que ce n'était pas à leur niveau. Ils leur ont dit que ce n'est pas à notre niveau. Ici, nous, on ne peut rien faire pour vous. Déjà que nous ne sommes pas assez équipés. On ne sait pas quoi faire, comment faire pour vous aider. Le mieux serait que vous alliez à l'hôpital régional de Bertois. Comme ça, l'ami les transporte donc, partant de Batouri pour l'hôpital régional de Bertois. Et lorsqu'ils arrivent à l'hôpital régional de Bertois, ils sont reçus. Les médecins aussi essaient tant bien que mal de faire ce qu'ils peuvent faire. Mais il n'y a pas moyen. Les deux sont toujours collés, serrés. Il n'y a pas moyen d'enlever l'homme. Maintenant, il y a un médecin qui demande à la femme d'appeler son mari. Il dit à la femme d'appeler son mari. La femme dit que son mari est en brousse, puisque le mari était un chauffeur grumier. Donc le mari était en brousse et il devait être de retour dans 2 semaines. La femme prend néanmoins le téléphone, elle appelle son mari. Le mari lui dit oui, il est encore en route en train de partir livrer la marchandise. Il sera de retour seulement dans 2 semaines. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Il est quand même arrivé après 3-4 jours. Il est arrivé à l'hôpital. Et lorsqu'il arrive à l'hôpital, il trouve sa femme. En fait, il trouve le monsieur couché sur sa femme. Puisqu'ils étaient sur un lit et tout. Ils étaient toujours à la même position dans laquelle on les a amenés depuis. Donc quand il arrive, il les trouve. Il va donc, il soulève le drap qui était posé sur eux. Il tapote la fesse de sa femme. Quand il tapote la fesse de sa femme, c'est comme ça donc il se décolle. L'autre monsieur donc parvient à se libérer. Quand il se libère, donc il quitte la femme. Il prend sa femme. Il a pris sa femme. Il n'a pas fait de problème, rien. Il n'y a pas eu de commentaire. Quand l'homme est quitté, il a arrêté la main de sa femme. Il l'a ramené à la maison. Ils sont rentrés à Batouri. L'autre monsieur aussi, lui, il était avec son ami. Il les a suivis.
eux aussi ils sont rentrés à Batouri. Et ils étaient voisins, ils habitaient le même quartier. Donc, lorsqu'ils rentrent, le monsieur, lui, n'a pas chassé sa femme de la maison, il n'a pas fait de problème, rien. Il est resté avec sa femme. Et de l'autre côté aussi, l'autre couple, la femme n'a pas fait de problème à son mari et tout et tout. Donc, en fait, de chaque côté, les conjoints sont restés ensemble. Donc, ils sont restés ensemble. Et c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Bon. C'est vrai que quelques années après, le monsieur, le chauffeur grumier, est décédé. Mais la femme est là, elle a toujours sa boutique. Et l'autre monsieur, l'autre monsieur et sa femme, et ils ont déménagé, ils sont partis de Batouri. Ils ont changé de ville. Donc, la moralité de l'histoire, à chacun de donner la morale. Merci de partager et d'agrandir la communauté. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG. J'espère que vous allez bien ce matin. Bon, j'aimerais laisser une histoire. Cette histoire parle d'un de mes cousins. Il travaillait dans une boulangerie au Cameroun, à Yaoundé, que je ne vais pas donner le nom. Il avait déjà fait pratiquement, on peut dire, 5 ans dans cette boulangerie et il travaillait normalement à la fabrication. Et donc il avait des collègues avec qui il s'entendait beaucoup, ils étaient peut-être comme un groupe. Et il se voyait toujours ses collègues évoluer, ils coulaient les dalles, par contre tous ils touchaient presque au même salaire, parce qu'ils ne touchaient pas plus de 70 000 à la fabrication. Mais il voyait ses collègues construire, mettaient des dalles, acheter des terrains. Et dans cela, lui, il s'était déjà posé une question qu'il n'a jamais vue. Leur employeur, leur patron, celui qui s'occupait, qui avait la boulangerie, l'argent venait toujours par d'autres employés, on lui donnait son argent. Chaque mois, il n'avait pas de problème de salaire. Bon, un jour, il a demandé à un de ses collègues, mais comment eux ils font pour avoir aussi tant d'argent? Ses collègues l'ont expliqué que non, eux ils sont dans une réunion. Et dans cette réunion, ils ont la possibilité de prêter de l'argent et on coupe dans le salaire. Et ils sont dans cette réunion avec leur patron. Bon, leur patron donc ne s'est jamais présenté à la boulangerie, mais il venait là par exemple dans la soirée seulement avec les réunions, avec ceux qui sont dans cette réunion qui pouvaient le rencontrer. Bon, un jour donc, il demande à ses collègues comment il peut faire pour intégrer la réunion. Les collègues l'expliquent que non, s'il veut intégrer la réunion, qu'il vienne le samedi au travail, ou bien quand il finisse au travail, il rentre se laver et il revient à la boulangerie. Donc quand il revient à la boulangerie, ils attendent, les gens ne font que venir, d'autres boulangeries même encore que ce monsieur dans le Cameroun. Ils attendent jusqu'à les gens ne font que remplir, d'autres gardent des voitures. Et dans tout ça, ce sont de simples manœuvres. D'autres qui travaillent là, dans la boulangerie, dans les couloirs, d'autres dans l'accueil et tout, d'autres dans la caisse. Ils arrivent, d'autres gardent les voitures, d'autres viennent avec les Hummer, les Lexus et tout. Les grandes voitures, avec c'est le salaire qu'il gagne, qui ne touche même pas 100 000, mais il a ce genre de voiture. Arrivé donc, quand on l'a même pas d'abord dit que c'est le directeur de la boulangerie. Il est seulement arrivé là, ils ont commencé la réunion. On a donc demandé qui sont les nouveaux membres de la réunion. Mon cousin s'est présenté. Lorsqu'il s'est présenté, il a demandé, bon, toi tu aimerais faire une entrée dans une cotisation de combien? Il dit que non, moi je ne touche pas gros. Je suis juste venu avec 20 000 qui peut cotiser, mais est-ce que ça va lui permettre? On dit que non, ce n'est pas un problème, donne tes 20 000. Et sur la table où ils étaient, il y avait une cuvette d'eau. C'était une cuvette d'eau. Et l'autre petite cuvette, il y avait quelques trucs comme les coris, non pas des coris, c'était comme des petits cailloux. Bon, on lui a demandé de jeter l'argent
là sur la table. Bon, on lui demande, bon, avant d'intégrer, il faut que il lave les mains dans cette eau. Mais dans cette eau, pour lui, comme il n'était pas encore dedans, il voyait de l'eau. Par contre, c'était du sang qui était à l'intérieur. Il a lavé les mains. On lui dit que bon, pour célébrer son admission dans la réunion, il faudrait qu'il apporte une chèvre. Il dit que non, il n'est pas venu avec assez d'argent pour acheter la chèvre. Mais il peut quand même essayer de voir si la prochaine réunion peut venir acheter. On dit que non, il y a déjà quelqu'un qui est venu avec la chèvre. Bon, on commence à lui lancer dans des blagues que bon, il se lâche dans la réunion pour tuer la chèvre. Il faudrait qu'on bande les yeux et on l'aide à arrêter la chèvre pour que lui, il arrête juste la tête de la chèvre et commencer à égorger. Les gens commencent à rire et tout et tout. Dans tout ça, ses parents sont à la maison. Ses parents sont à la maison en train de visionner. On peut dire un truc comme ça, ses parents étaient à la maison. Lui donne la chèvre. Pendant ce temps, dès qu'il veut mettre le couteau sur la chèvre, il entend plutôt la voix de son père. Donc son père s'est téléporté de la maison et s'est retrouvé là à la place de la chèvre. Lorsqu'il veut mettre le couteau comme ça, son père l'appelle seulement, mais qu'est-ce que, comme je vais nommer Cédric, qu'est-ce que tu fais là, Cédric? Tu veux me tuer? Il y a quoi? C'est comme ça qu'il sursaute, il enlève la bande aux yeux, il voit son père. Subitement, son père disparaît encore, c'est la chèvre qui réapparaît. Il commence donc à avoir peur et tout et tout. Il quitte donc, il dit que non, lui ne veut plus intégrer la réunion. On dit que non, tu es déjà à l'intérieur. Et là maintenant, il faudrait vraiment que tu égorges la chèvre. Le gars se lève, il fuit. Il a continué à aller au travail comme s'il n'y avait rien. Mais à ce moment-là, sa vie était déjà différente. Parce qu'il voyait beaucoup de choses, ce qu'il ne fallait pas et tout et tout et tout. Un soir, il est rentré du travail. Il est couché comme ça. Quand il se réveille, il trouve un énorme serpent qu'il avait avalé jusqu'au rein. Il commence à crier, il appelle sa mère. Dès que sa mère entre, il dit qu'il y a le serpent sur ses pieds. Le serpent l'a avalé jusqu'au rein. On ne voit rien. Mais il était déjà paralysé. Sa maman appelle maintenant son père. Et son père aussi déjà était un peu touché parce que il avait déjà des problèmes, des petites maladies qu'il attaquait déjà. À ce moment, donc, il regarde à travers la fenêtre, il voit des gens sur la cour. C'est là qu'il commence à demander. Il dit à sa mère que non, il est en train de voir les gens gardent les voitures sur la cour. Les gens gardent les voitures. Tout le monde regarde à la fenêtre, on ne voit rien. Lui dit qu'il y a des gens qui arrivent. Ils sont déjà au salon. Son père regarde, il n'y a personne au salon. Ils sont arrivés jusqu'à dans sa chambre. Et non seulement ça, quand on le récupère, ils ont enlevé son esprit. Parce qu'en ce moment, il commençait à crier. Non, ne m'amenez pas, je ne veux pas partir, ne m'amenez pas. Sa mère ne fait que prier, rien. Elle essaie de prier, elle appelle le père. C'est comme ça qu'on est en train de l'amener. Il dit, maman, je suis en train de partir, ils sont en train de m'amener. Elle crie jusqu'à, il se retrouve, l'esprit est déjà, mais le corps est en train de parler. On l'amène, on le fait entrer dans les voitures là. Comment crier, non, je suis là dans la voiture, ils vont m'amener, s'il vous plaît, sauvez-moi, ils vont m'amener. Dès ils ont amené l'esprit à arriver dans la voiture, sûrement, parce qu'après ça, dès qu'il a dit que non, il m'amène dans la voiture, il n'a plus pu parler, la voix s'est bloquée, il est resté figé, comme une photo, carrément figé. Donc c'était un peu ma petite histoire de ce matin, et c'était un cousin à moi, on l'a enterré, ça fait en 2017, si je ne me trompe pas, en 2017. Et là, il faut vraiment attirer les oreilles pour ceux qui font des travaux dans les sociétés qui ne cherchent pas plus que ce qu'ils gagnent, ils se contentent de ça, ils ne cherchent pas à savoir comment les autres font pour en avoir plus, comment ils font pour réussir. Bon, merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG TV. Merci pour ton concept parce que ça donne l'opportunité aux gens de s'exprimer. Il y a parfois c'est difficile à écrire, mais avec ton concept,
Même derrière le rideau, les gens peuvent s'évider et raconter leur histoire sans problème. Voici mon histoire. En passant, je suis une super fan de ta page. Oui. Je suis super fan de ta page. Alors, voici mon histoire. Moi, je suis Aïdéa. C'est une histoire qui se passe dans les années 2019. Je sortais de mon travail parce que je faisais un job. J'ai passé une nuit au travail et puis j'ai fait ma passation vers 10 heures. Vers 10 heures, donc, je me suis dirigée vers le marché parce qu'il y a un marché ici qu'on appelle le marché du bord. Donc, j'ai commencé dans un marché à pied, quittant du marché central pour aller au marché du bord. Bon, arrivé au marché du bord vers, il y a un endroit là, il y a un petit carrefour là. Un petit carrefour, à l'époque, il y avait une boîte de nuit qu'on appelait Baoba. Oui. Là, à ce point. Donc, j'ai rencontré un monsieur qui sortait du marché du bord. Moi, venant du marché central. On s'est croisés là, à ce point. On s'est salué, on a mis à se papoter. C'était une connaissance, un ami, un copain de ma grande sœur. Oui. Donc, je l'ai connu à l'époque, il faisait la moto. Bon, on a papoté, je lui ai dit que ça fait longtemps, je ne vois plus. Bon, je ne vois plus, ça fait longtemps. Il me dit certes, il n'est plus à Aïdéa, ça fait environ 4 ans. Il est rentré au village parce que ça ne donnait plus. Et comme ma sœur l'avait refusé parce que il est pauvre, il a dû partir au village. Rester là-bas. Mais il me dit actuellement, il est à Kribi, il fait un job là-bas. Il fait un job là-bas à Kribi. Mais présentement, il sort du marché. Il était aidé son frère à vendre. Donc, en notre langue, en langue locale, frère, comme dit Moliang. Moliang, bon, c'est pas défini. C'était pas défini. Elle n'a pas dit c'était l'homme ou la femme. En ce terme qu'il avait employé Moliang, donc c'était pas défini le sexe. Mais ça veut dire frère, globalement. C'était aider mon frère à vendre. Maintenant, je suis en train de rentrer. Je suis en train de rentrer comme ça. Ok, deuxième jour, on s'est séparés. Moi, j'ai continué ma route vers le marché. Lui aussi, il a continué sa route là où il partait. C'était un lundi, donc. Mercredi, je quitte de chez moi. Je vais chez ma grande sœur. Parce que moi, j'étais au quartier, Kodok. Ma sœur à Mbanda, Jamaïque. J'y vais là-bas, n'est-ce pas? Je lui raconte comment j'ai rencontré son ami. Puisque moi, c'est plus son nom. Je lui ai juste décrit la personne. Il faisait la moto, que la personne faisait la moto. Il était comme ça là. Un grand de taille, noir. Elle me demande que celui qui habite Mbanda, monastère, je dis oui, grand de taille comme ça là, elle m'a donné son nom. Je dis certainement, c'est lui. Elle me demande que tu as rencontré qui? Je dis que j'ai rencontré ton ami, là, que tu dis là, qui faisait la moto aussi là, comme tu as dit, je t'ai décrit là. Elle m'a posé la question, c'est si fou, je ne connais même plus. Ça m'a même énervé. Il demande comment tu me poses la question. On te dit que j'ai rencontré ton ami lundi, avant-hier. Il m'a dit il n'est plus à Aïdéa, ça fait 4 ans. Elle me dit effectivement. Il m'a dit qu'il était rentré au village. Elle me dit effectivement. Il n'était plus à Aïdéa, il était chez eux au village. Il m'a dit qu'il fait maintenant un job à Kribi. Elle me dit effectivement. Il était à Kribi, ça fait quelque temps. Mais c'est de là-bas qu'il est décédé. Il dit que décédé comment? Elle me dit que ce monsieur que tu as rencontré, que tu me dis là, il est décédé, ça fait presque 2 semaines. Sa levée de corps, c'est vendredi dans 2 jours. Sa levée de corps, c'est vendredi dans 2 jours. Ici à Aïdéa. Parce que quand il est mort à Kribi, on est venu lui mettre ici à la morgue à Aïdéa.
Je dis que quoi, maman? Tu me dis que celui que j'ai rencontré il y a 2 jours là est mort, ça fait 2 semaines. Et on l'enlève, la levée du corps c'est dans 2 jours. Et pardon. Je ne pense pas que je suis en train de jouer le film là où je suis. Pardon, c'est pas le film. Enfin, j'avais senti comment mes cheveux se sont levés sur la tête. J'ai eu la chair de poule. Oh! Ah. Hey, hey, hey. Je n'ai pas moi compris l'histoire là. Je lui demande que tu me dis même, tu me racontes même quoi là. Que celui que j'ai rencontré, ça fait 2 jours. On s'est salué avec les mains. On s'est salué avec les mains. Oh. On a causé. Jusqu'à parler même de toi. Que tu l'avais abandonné. Tu l'as laissé tomber parce qu'il n'a pas l'argent. Hein? Ya. Attends, maman, laisse-moi l'histoire là. Hey! Hey! Pardon. Ya. Maman, ça m'a dépassé. Je ne comprenais même. Moi, je me suis dit que peut-être je suis en train de me tromper. Ou elle ne comprend pas bien ce que moi je suis en train de lui dire. Ou elle ne connaît même pas la personne à laquelle je suis en train de parler de lui. Et donc, dit que comme la levée du corps c'est vendredi là, je vais seulement aller voir. Si c'est celui dont je parle là, moi aussi je vais sûrement aller voir parce que moi je comprends pas moi l'histoire là. Il faut que je voie avec mes yeux. Hey! N'est-ce pas vendredi? Vendredi arrivé, je dis que c'était mercredi que moi je suis allée chez elle. Le monsieur avait rencontré lundi, le lundi là, de la semaine. Mercredi, 2 jours plus tard, je vais chez ma grande soeur lui raconter l'histoire. La personne que j'ai rencontrée, l'histoire de ma rencontre. C'est là où elle me dit que vendredi, dans 2 jours là, de la même semaine là, il y a la levée du corps de la personne. Hey, maman Sarah. Elle dit que ok. Vendredi dans 2 jours, je m'allie. Je n'ai pas pu aller à la levée, donc je suis allée à la maison directement, au lieu du deuil. DMJ. C'est la photo. Je n'ai même plus voulu aller regarder le corps. C'est la photo, la personne, comment je parlais d'elle. C'était elle. C'est elle que j'avais rencontré le lundi là. C'était la personne, parce que j'étais avec ma grande soeur le du deuil. C'était la personne, c'était le monsieur là que j'avais rencontré. Ça m'avait dépassé. Ça m'avait dépassé. Je me suis demandé comment, pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi je l'ai rencontré. Je ne comprenais pas. J'avais même voulu faire le témoignage de ça chez eux. Mais j'avais même d'abord eu peur. Je n'avais pas pu faire. Je n'ai pas eu le courage de faire le témoignage. L'histoire là m'avait dépassé. Je n'ai pas compris. Donc, moi, je me demande pourquoi on dit souvent que les morts sont morts. Les gens meurent et puis on les rencontre. Les gens meurent et ils se baladent partout. Et pourquoi on ne peut pas aussi rencontrer une de ses proches? Que peut-être tu as perdu ton fils, tu as perdu un membre de ta famille, que toi-même tu le rencontres un jour. Donc, c'était mon histoire. Et je pense que la vie, on ne peut même pas la comprendre aussi. Donc, c'était mon histoire. Likez, partagez. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté de DMG. Je voulais raconter une histoire qui m'est arrivée, moi enfant au Cameroun. Et voilà l'histoire en fait. Je suis née à Kribi, mes parents étaient fonctionnaires, ils étaient en fonction à Kribi. Et il s'avère que lorsque j'étais petite, je devais avoir 1 an à peu près, les parents travaillaient et il y avait une nounou qui me gardait à la maison.
Et un problème est survenu. En fait, la nounou ne voulait pas en parler à mes parents parce qu'elle avait peur d'être renvoyée. Donc, il paraît que l'après-midi, on me mettait dans le lit pour faire la sieste et les pêcheurs me ramenaient en disant, enfin, il paraît que le premier jour, ils m'ont ramené en disant qu'on a trouvé cet enfant au milieu de l'océan. Et je tiens quand même à préciser qu'on ne vivait pas très loin de l'océan. Enfin, on n'était pas proches, les maisons ne sont pas proches, mais on avait l'océan pas loin de la maison. Et ils disaient qu'ils ont trouvé cet enfant dans l'océan. Et une voisine, c'est comme ça qu'on m'a reconnu, on m'a ramené à la maison. Et ça s'est passé pendant une semaine d'affilée. Et pendant une semaine, tous les jours, on me ramenait en disant que les pêcheurs me ramenaient quand ils rentraient le soir, qu'ils m'ont retrouvé au milieu de l'océan. Finalement, la voisine qui voit le manège finit par interpeller ma mère, qui dit à ma mère, il y a un problème chez vous. Voilà ce qui se passe chez vous depuis une semaine. Et j'ai demandé, et la femme la nounou ne veut pas vous en parler. Elle a peur parce qu'elle se dit que, elle se disait que c'est elle qui surveillait pas la petite. Donc du coup, elle avait peur de perdre son travail. Mais je tiens quand même à vous prévenir que ça se passe chez vous. Ma mère rentre très courroucée après la nounou. Elle lui demande, mais qu'est-ce que j'apprends? Est-ce que c'est vrai? Elle dit oui, mais madame, je vous jure que ma mère dit, il n'y a pas de souci. On prend ma mère et mon père décident de ce jour de rester à la maison. À l'heure où on me met à la sieste, j'étais dans la chambre. Eux, ils étaient restés dans le séjour et tout. Ils sont passés toute l'après-midi là et tout. Et de temps en temps, ma mère partait, elle vérifiait si j'étais dans la chambre, elle me voyait coucher, elle revenait. Et puis on entend toc 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 les pêcheurs qui reviennent et qui me ramènent dans les bras en disant qu'ils m'ont trouvé au milieu de l'océan. Ça, c'est une histoire qui se passe il y a des années aujourd'hui. J'ai plus de 45 ans aujourd'hui. Et mes parents, alors mon père, il rentre dans une colère, il comprend que là, il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Il me prend, il m'amène chez un patriarche de Kribi, un grand notable de Kribi, un patriarche, et il va lui dire, moi, je suis venu ici à Kribi pour le travail. Je ne suis pas venu, je n'ai fait aucune alliance avec des gens de Kribi et même les esprits des eaux. Alors, votre manège où vous venez chercher mon enfant toutes les après-midi, que ça s'arrête là. Parce que si quelque chose arrive à mon enfant, vous aurez affaire à moi. Entre-temps, nous-mêmes, mes parents sont douala, donc on est aussi de l'eau. Et le patriarche, il m'a pris, machin, il paraît qu'il a fait des trucs, ça je sais pas trop ce qu'il a fait. Il a dit à mon père, ça va, il y aura pas de problème, il y aura plus de problème. Effectivement, tout s'est arrêté et mes parents ont dû faire encore un an à peu près, 1 ou 2 ans. Et mon papa, il a été affecté ailleurs. Et on est parti. J'ai grandi avec cette histoire et avec cette peur bleue. Enfin, j'avais une peur de Kribi, de l'océan. Je voulais pas m'en approcher. Alors j'ai grandi avec cette histoire et on m'avait demandé de pas m'approcher de l'eau, machin. Et ça s'est passé, je devais avoir 1 an et quelques. J'ai remis mes pieds à Kribi à 28 ans. Et à 28 ans, parce que j'ai été obligée, j'avais ma meilleure amie qui se mariait, et puis j'étais le témoin, et le mariage était à Kribi. Déjà que j'ai fait des pieds et des mains pour qu'ils n'organisent pas leur mariage à Kribi, parce qu'on vivait à Yaoundé. Finalement, j'étais obligée. Le mariage est à la plage, mais même pas une seule goutte de l'océan ne m'a touchée, hein, parce que quand je voyais la vague arriver, moi je bondissais, je me mettais à l'autre bout, parce que je voulais pas que l'eau me touche. Néanmoins, à 28 ans, c'est passé. Et puis en 2006, j'ai accouché et puis l'enfant est décédé après. Le père de mon enfant, pour me consoler, il me dit, je t'amène un week-end à Kribi. Je dis, ah non, surtout pas à Kribi. Bon, bref. On a pourparlé pendant très très longtemps et j'ai réussi à aller au week-end à Kribi. Je lui dis seulement, moi je vais pas à l'eau.
Et un matin, il me dit, allons, on va voir les chutes de la Lobe. Et je dis, moi, jamais je n'irai là-bas. Bref, en gros, il a réussi à me convaincre, on arrive, on regarde, et puis je dis, on rentre. Il me dit, mais non, on ne peut pas arriver jusque-là. Et puis, il y a l'eau, on prend la pirogue. Je dis, ça, jamais de la vie, je ne rentre dans cette eau. Finalement, il va voir un vieil homme, un piroguier qui était là, ceux qui transportent les gens. Le papa, il vient me voir, c'est un papa, il vient me voir, il me dit, ma fille, t'en fais pas, rien ne t'arrivera. Je dis au papa, non, moi j'ai vécu ici et puis j'ai vécu des choses pas normales et je ne veux pas rentrer dans l'eau. Il me dit, fais-moi confiance. Je regarde, c'est un monsieur assez âgé, et puis j'avais peur aussi, je me dis, oh, peut-être que je vais tomber dans l'eau. Mais c'est drôle parce que je pensais, il y avait quand même un bateau de la marine qui était là, et donc je me suis dit, bon, il y avait plein de monde, il faisait beau et tout, je dis, bon, ben, je risque rien. Il me dit, monte, je monte dans la pirogue. Il m'a demandé de fermer les yeux et de tremper ma main droite dans l'eau, de donner mon nom dans mon cœur, de tremper ma main droite dans l'eau et de fermer les yeux. Et c'est ce que j'ai fait. Enfin, je lui ai fait confiance, j'ai fait ça. Mais j'ai eu je peux pas vous... J'étais en paix. Moi qui étais morte de peur, subitement, j'étais en paix. La peur était partie, mais je me sentais bien. On est arrivé au niveau des chutes. Je suis restée sous les chutes à peu près pendant 20 minutes, même comme j'avais peur de retraverser encore, mais au moins j'ai bravé cette peur. La seule chose que j'ai toujours pas compris, je ne sais pas. Parfois, on m'a dit que toi, t'es moitié de l'eau, moitié de l'autre côté. Bon, moi, je sais pas trop. J'ai toujours une vie, je dirais plus ou moins normale. N'empêche que c'est vrai que dans mes rêves, je vois toujours une maison dans l'eau. Je connais cette maison parfaitement. Je connais l'entrée, je connais la sortie. Je vais toujours dans cette maison, une très belle maison. Je visite, je vois des gens et puis je rentre. Ça, c'est un rêve que je fais des centaines de fois. Mais je sais pas trop et j'ai jamais voulu savoir parce que parfois on m'a dit, tu sais, si tu veux, tu peux savoir ce qui s'est vraiment passé. J'ai dit non, je veux pas. Jusqu'aujourd'hui, j'ai vécu comme ça et ça va pour moi et je ne veux pas avoir affaire à eux et je ne veux pas savoir ce qui s'est passé non plus. En gros, voilà cette histoire, voilà ce que j'ai vécu. Et je tenais aussi à cette émission édifie tellement que je voudrais vous raconter une histoire qui m'était arrivée au Cameroun il y a plusieurs années de cela. Un jour, j'attendais le taxi, je sais plus, les routes devaient être barrées, il y avait un problème et il n'y avait pas de taxi. Et un taxi arrive, il y avait un vieil homme blanc. Alors quand je vous dis vieux, mais il était vieux, la peau toute froissée, des sourcils, les cils, les sourcils, tout était blanc, vraiment vieux. Le taxi arrive, il me demande où je vais, je leur dis et puis je dis je vais, le taxi me dit on est en course, mais le monsieur il a dit de vous prendre, de vous accompagner. Je dis ah ben merci, je sais plus où j'allais à l'Omnisport je pense. Et ils m'ont pris. Et pendant le trajet, mais il était tellement vieux qu'il y avait une odeur. Je sentais une odeur pas très agréable, mais je disais, et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que vous faites au Cameroun? Il me dit qu'il est venu ouvrir un garage. Et quand je dis vieux, j'avais l'impression qu'il avait même 100 ans, ce monsieur, il avait au moins 100 ans, enfin, pour moi, il avait au moins 100 ans, quoi. Et moi, j'étais assise derrière le monsieur, juste derrière le blanc. Le chauffeur, il était devant avec lui. Et entre les deux sièges, il a fait tomber un sac. Je sais pas, vous savez, les sacs que les papas portent souvent, les grands sacs avec. Mais le sac, il était ouvert. Il était plein d'argent. Des liasses et des liasses. Des liasses, des pieds tout neufs, tout qui sentaient l'argent là. Vous savez quand ça sent l'argent tout frais là. Et il y avait du CFA, de l'euro, des dollars, mais un sac plein qui était entre les deux, mais qui tombait carrément qui est venu tomber sur mes pieds.
Et puis je dis au monsieur, je lui dis, ben monsieur, vous avez votre sac qui est tombé, il est plein d'argent, si vous continuez comme ça, vous allez vous faire voler. On roule et le taximan me demande à Newondo. Moi, j'ai grandi dans le centre et le sud, donc je comprends. Le taximan me demande à Newondo, vous êtes d'où? Ben, je réponds à Newondo, je dis, je suis Douala, et je suis Douala. Et il me demande, ça va pas dans votre tête? Vous voyez un sac d'argent plein comme ça, c'est la chance de votre vie. Et vous vous permettez de lui remettre son argent comme ça? Vous ne pouvez pas prendre une petite partie? Et puis je regarde, je lui dis, mais non, moi je prends pas des choses qui ne m'appartiennent pas. Moi, je prends pas l'argent qui ne m'appartient pas. Et puis regarde un vieil homme, on a continué à parler à Newondo, je dis, regarde un vieil homme comme ça. Tu vas voler, moi je ne prends pas des choses là, quelque chose qui ne m'appartient pas, qui plus est encore plus à un vieil homme comme ça. Ça ne se fait pas. Bon, après, je suis arrivée à destination, je suis partie. C'est en écoutant les histoires chez vous que je me dis, c'était pas normal. Je pense que c'était un piège pour eux. Si tu prends cet argent, après, peut-être que tu le vois apparaître chez toi la nuit quand tu dors. Mais bon, après, je sais pas trop. Mais ça m'a quand même laissé, parce il avait une odeur bizarre quand même, ce monsieur. Bon, après, on sait que certaines personnes âgées aussi ont des odeurs bizarres, quoi. Et en gros, voilà toute la petite histoire que j'avais à raconter aujourd'hui. Et merci pour tout ce que vous faites. Merci pour ce concept parce que il édifie. Moi, je demande à tout le monde dans mon entourage de s'abonner, d'écouter parce que c'est très important. On se rend compte qu'on peut échapper à beaucoup de choses juste en écoutant des histoires qui sont arrivées aux autres. Merci et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 7e histoire. Bonjour DMTV, likez, partagez. Vraiment, je suis très contente que tu me donnes cette opportunité de passer dans ton émission. Voilà, je suis du Congo-Brazzaville. Je vais me prénommer Jemila. Cette histoire que je vais vous raconter, elle remonte de plusieurs années. Ça fait déjà 13 ans que je l'ai vécue. Je l'ai vécue particulièrement moi-même au moment où je tente de passer mon bac. Et voilà. J'arrivais que lorsqu'on n'avait pas cours, je sortais souvent de la salle de classe pour pouvoir regarder ce qui se passait tout autour et tout. Question de prendre un peu d'air, regarder les autres. Après, à un moment, je remarquais, il y avait des gens qui venaient faire épaisse. C'était les élèves de la terminale D, puisque moi j'étais en terminale A. Mais dans ce groupe d'élèves, il y avait un jeune homme qui avait l'air particulier. En le voyant, en fait, je le voyais en forme de taureau. Et quand il court, je dis, mais le garçon ressemble à un animal, pourquoi et tout? J'appelle ma collègue, je dis, Gracia, viens. Regarde un peu cet homme-là. Toi, qu'est-ce que tu remarques sur lui? Il me dit, rien. Il dit, et moi je le vois sous une autre forme. Il dit, laisse à son nom. Après, soudainement, on avait une salle, on appelait ça la salle 24. La salle 24, c'était une grande salle. Ceux qui ont fréquenté le lycée Pierre Salmon de Brazzaville le savent. Dans cette salle, les gens venaient lire, peut-être faire des rencontres. En fait, c'était la salle de conférence et tout. Et moi, je partais dans cette salle des fois quand j'avais rien à faire pour aller lire, puisque c'était un peu calme. Et le garçon était aussi venu pour venir lire. Après, comme ça, se dire bonjour. Mais il y avait un truc qui se passait entre lui et moi. Quand je l'étais de loin, j'avais rien ressenti. Mais dès que je me rapprochais de lui, la panique. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais quoi seulement? Il dit, je sais pas. À toute fois qu'on se voyait, c'était la même chose qui se répétait. Dès qu'il est de loin, dès qu'on se dit seulement bonjour, on se rapproche. Je dis, je sursaute. Je dis, mais pourquoi tu sursautes quand tu me vois? Je dis, je comprends pas. Paf! Moi-même aussi, je commence à trouver ça bizarre. Maintenant, lui aussi commence à trouver ça de bizarre. Je demande à un collègue de classe qui le connaissait. Il dit, Pablo, toi tu connaissais le gars là. Le gars, en fait, je vais lui donner le nom par exemple de Romain. Toi tu connais Romain? Le gars là, celui qui ressemble à un criminel. Il dit, bon. Bon, j'ai juste barré parce que je suis devenue un peu amoureuse du gars et tout. Mais ce qui était bien, j'ai pas été attirée par son argent pour lui dire, s'il te plaît, achète-moi ça. En tout cas, j'étais sur mes gardes. Après, à un moment là, paf,
je fais un rêve. Dans le rêve, j'avais 300 francs et mes pièces étaient tombées. Quand mes pièces étaient tombées, et son petit frère commençait à piétiner cet argent. Et elle me dit, quoi? Moi, plutôt, je dis, mais pourquoi tu pétines mon argent? Est-ce qu'on t'a dit qu'on pétine l'argent? Et le gars était dans une voiture personnelle, il commençait à se gonfler. Après, un autre ami à côté me dit, oh, toi, Jimmy, tu sors avec le gars là. Je dis, non, parce que pour le gars là, c'est un vampire qui boit le sang humain. J'ai dit, après, j'ai barré ça. Vu que j'étais déjà amoureuse du gars. Après, un moment, comme ça s'approche, j'ai dit, mais Roland, dis-moi un peu la vérité. Toi, t'as déjà tué quelqu'un? Il me dit, non, j'ai jamais tué quelqu'un, mais sauf que j'ai une colère terrible. J'ai même failli tuer quelqu'un qui avait frappé mon petit frère. Et quand j'avais pris cette personne qui l'avait frappé, je l'ai secoué jusqu'à même à balancer sa tête sur le ciment. C'est juste des gens qui m'ont calmé. C'est pas la prière. Des fois, quand je suis en colère, je donne les coups de poing au niveau du sac de boxe. Je dis, d'accord, c'est pas grave. Je dis, tiens, il faut venir à la maison. Tu vas venir goûter nos plats camerounais. En fait, le gars était un sujet camerounais. Donc, il était juste venu ici pour peut-être pour une formation. Après, lui, il avait profité. Je tiens à préciser, le gars était dans l'établissement pendant 5 ans. Il faisait que répéter le bac. Donc, tous les gens passaient par là, il faisait que répéter le bac. Paf, je dis, d'accord, je mange pas. Non, je mange pas et tout. Non, faut venir. D'accord, c'est pas grave. Je repars. Après, il m'appelle. Allô, s'il te plaît. Je suis à la maison, mes parents sont sortis. Viens maintenant, je te dis. Viens maintenant. Tu vas manger nos plats. Je dis, oh, viens maintenant, comment ça dit. Le gars, ce n'est même pas mon copain, même pas quelqu'un, on se connaît comme ça, juste à l'école. Et puis, il m'a invité, tu venais manger chez lui. Je dis, je peux pas partir. Oh non, viens. Si tu viens pas aujourd'hui, sache que toi, on n'aura plus. Oh, je voudrais plus t'inviter chez moi. Je dis, d'accord, c'est pas grave. Paf. Et le gars commençait à remarquer un truc chez moi. Une autre fois, il me dit, oh, s'il te plaît, viens. Vu que, il y avait un moment où il y avait la grève, les gens ne partaient pas à l'école. Il me dit, viens seulement à l'école, ici on va se voir. Je dis, j'ai pas le déplacement. Oh non, viens seulement. Ici, il n'y a personne à l'école. Moi, je te paye le déplacement. Je dis, je veux pas venir. Et quand j'avais dit ça, il me fait un message. Dès aujourd'hui, ne me dis plus bonjour, évite-moi, ne m'écris plus, ne m'appelle pas. Parce que si tu me vois, faut fuir. C'est pour ton propre bien et le mien. Il dit, quoi? Et je suis choquée. Quand le gars me voit, de loin, il avait rien, il me souriait souvent. Mais tellement que, après, il me dit, je rapproche pas de moi, vraiment, pardon pour ce que je t'avais dit la fois dernière, c'était juste le coup de la colère. Il dit, c'est pas grave, je te pardonne. Il m'appelle. Oh, tu sais quoi, le bac blanc qui s'est passé, là, j'ai pas pu les sujets, j'ai pas peut-être pu avoir les sujets du bac blanc de la série C. Tu peux me les avoir, s'il te plaît. Moi, je dis, d'accord, vous bête que j'étais naïve. Et pourtant, il avait la possibilité d'avoir les sujets du bac blanc de la série C. Du moment qu'il était quelqu'un qui avait fait la série D, c'était juste à côté. Vu que moi, je faisais mon bac A. Vu que j'étais amoureuse du gars, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir à la recherche des sujets. J'ai fait la photocopie et tout, je vais. Mais ce qui est bon dans cette histoire, Dieu m'a vraiment préservé. Dès que j'arrive dans la salle de classe, je dis, je vais rentrer directement. Je l'appelle, il dit, Roland, je suis la sœur. Plutôt Romain, je suis la sœur. Il me dit, oh d'accord. Je dis, moi, je rentre pas dans cette salle de classe. J'ai DMG, comme je te dis. J'ai mis du temps, plus de 30 minutes à attendre. Donc, c'est comme si Dieu qui avait seulement mis mes pieds là pour les faire stopper afin que je ne rentre pas dans cette salle. J'ai mis mes pieds là debout, je faisais qu'attendre. Après, j'ai vu un ami sortir. Je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'appeler Roland? Je suis là depuis longtemps. Le gars rappelle Romain. Il dit, Romain, viens. Je te dis pas. Quand il est sorti, j'ai fait comme une folle. J'ai crié, ma mère, qu'est-ce que j'ai? Une amie m'a attrapé. Mais quoi? J'ai dit, mais là, qu'est-ce que tu as? Il dit, je sais pas, je comprends pas. Et le gars, au lieu de s'arrêter, qu'est-ce qu'il va faire? Il passe outre comme s'il ne voyait pas. Il était là dehors. Moi, je suis restée tranquille. Mon ami m'a dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Je comprends pas. Dès qu'il est sorti seulement, en tout cas, j'ai eu une panique. C'est comme si je m'affolais. Je suis rentrée, je suis partie. J'ai remis les trucs. D'accord, il m'a dit, merci, je suis partie. Il m'a appelé, comment tu vas, ça va et tout. Après, il commence à m'appeler, oh, s'il te plaît, dis-moi ce que tu sens quand tu me vois. Quelle est cette impression que tu as? Dit, moi, quand je suis de là, quand je te vois, il n'y a rien. Mais dès qu'on s'approche de moi, j'ai une impression bizarre sur moi. Oh, franchement, on doit se voir. Je dis, je veux pas. Vu que c'était
le même établissement une fois. Il me voit de loin. Il faisait peut-être le plus meilleur des cours, hein, que les décisions de la série D peut-être ne peuvent pas fuir. Mais il a quitté la salle de classe, il a laissé ses cours, il m'a suivi. Il me dit, s'il te plaît, j'aime là, j'ai à te dire, pardon, arrête-toi. Je peux te poser une question? Je dis, quoi? Une question? D'accord, vas-y, je te permets. Oh, toi, tu pries beaucoup. J'ai dit, quoi? Comment tu me demandes si je prie beaucoup ou pas? J'ai dit, je peux pas te répondre à la question. Du coup, quand tu m'as posé cette question-là, j'ai pris mes jambes en mon cou, je suis partie. Dès ce jour-là, je l'ai jamais revu sur mon passage, puisque le bac s'approche aussi. Donc, la morale de cette histoire, c'est surtout donner conseil aux jeunes filles qui sont souvent amoureuses des personnes dans des établissements dont ils ne connaissent pas les origines. Faites vraiment attention. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait peut-être pu m'arriver si j'avais eu à accepter ces rendez-vous, si j'avais demandé de l'argent, je sais pas. Peut-être qu'il m'aurait peut-être pu sacrifier ou faire quelque chose de mauvais, peut-être prendre mes dents, je sais pas. Vraiment, les filles, faites attention, surtout nous qui partons à l'école, ceux qui font les examens, ceux qui font beaucoup de choses, des fois ils sont là pour voler de l'intelligence. Faites très attention. C'est par là que je m'arrête. Vraiment, merci de faire passer mon histoire. Bisous. Donc, partagez, likez. Toutefois, je essaie de parler de tes bienfaits. Vraiment, merci de nous édifier. Que Dieu continue encore à faire des bonnes choses qui te gardent. Merci. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Là, on va passer à la 8e histoire. Bonsoir, monsieur le DMG. En fait, c'est ma première fois, moi, de raconter une histoire. Là, depuis, je fais que... Voilà, en fait, je fais que suivre les histoires et tout ça. Moi aussi, j'ai envie de raconter un truc que j'ai vécu, car moi, je suis encore élève. Je suis élève et j'ai vécu une scène à l'école. Parce que c'est en classe de terminale. J'ai vécu une scène, c'était, je peux dire, 3 mois après que l'école ait commencé. Un jour, nous sommes en classe. C'était un mardi, nous sommes en classe. Subitement, une élève arrive avec une autre surveillante de secteur. Oui, c'était une fille, elle arrive, une fille que je ne peux pas donner le nom, quoi. Elle arrive en classe, elle se présente et puis le surveillant dit, c'est vous que camarade, elle est nouvelle. Du coup, comme dans une salle de classe, on scinde toujours les rangées. Il y a la rangée des filles de Bastos, la rangée des filles du village, la rangée des gens qui sont faibles, la rangée des gens qui aiment trop l'angogne. Du coup, tout le monde discutait que non, viens t'asseoir ici, viens t'asseoir ici, viens t'asseoir ici. Du coup, elle est partie à la rangée des intelligentes. Et nous, moi, je suis à la rangée où il y a le désordre, où on s'en va les balles et tout ça. Vu en classe, on a une de nos camarades. Bon, elle est constamment comme si elle était trop malade, un truc comme ça là. Ça n'a même pas fait 10 minutes. Nos camarades s'élèvent et puis elle dit, je me sens pas bien dans la salle de classe là. Je me sens pas bien. Comme on l'appelait souvent Thomas, c'est là qu'on dit, mais Thomas, toi tu as aussi commencé, tu veux aussi faire quoi comme ça là. Je ne te sens pas bien, mais reste chez toi. On commence à l'envoyer les balles. Elle dit, en tout cas, je vous ai juste dit, c'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant qu'elle parlait comme ça, là, il y avait un froid qui passait en classe. On avait franchement froid. On avait bien froid. C'est là qu'il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vu que la fille qui est arrivée est partie s'asseoir à côté de la fille qu'on appelle Thomas en classe, et s'était assise là, deux. Donc apparemment, les esprits ne donnaient pas quoi. Ça ne donnait pas entre eux. Mardi, comme elle est venue mardi, mercredi, là, elle est quittée la rangée parce que le matin, elle est arrivée. Elle est quittée la rangée, là. J'étais assise, comme je suis assise avec ma meilleure amie. Et de l'autre côté, à ma camarade, elle était assise seule. Subitement, le matin, quand j'arrive, elle est déjà assise là à côté de ma camarade. Et ma camarade, comme je suis dans le rangée, elle est dans le rangée et il y a un milieu, un vide là. Donc, du coup, on était un peu plus rapprochés. Je lui demande que, mais pourquoi tu quittes la rangée là pour venir t'asseoir ici là? Après, elle dit non. Là, elle ne se sent pas à l'aise là-bas. Elle veut rester avec nous. Elle veut rester à la rangée où ça bouge un peu trop. Il y a le mouvement et tout ça. Et j'ai dit, sois la bienvenue, mais malgré que nous on fait le désordre, mais nous sommes concentrés. Donc, du coup, il ne faut pas juste te baser sur le désordre et concentre-toi. Elle a dit, ok.
sais, en classe, entre nous, les camarades, on vient avec des miroirs, des trucs, et tout ça. Subitement, le mercredi, là, le prof n'est pas venu. Le prof n'a pas fait cours, du coup, on se regroupe souvent pour des causeries entre camarades, des trucs comme ça, là. J'étais couchée sur mon banc, je dormais et notre chef de classe était assis derrière. Ils se sont regroupés avec 7 filles. Parce que c'était au nombre de 4, oui. Parce qu'il y avait aussi 2 garçons. Ils étaient regroupés en train de taper des commentaires. La fille a commencé à dire. Subitement, la fille a commencé à parler des mamies Ouattara. Elle a commencé à parler des mamies Ouattara. Oh, si vous voulez voir les mamies Ouattara, moi je peux vous faire voir des mamies Ouattara et tout ça. C'est là que subitement je me réveille, je regarde la fille. Et puis je dis, vous êtes déjà à ce niveau, vous parlez des mamies Ouattara, il ne faut pas venir faire peur aux gens ici là, car tout le monde n'est pas contre, je me recouche encore. Je n'avais même plus sommeil, j'étais couchée, je ne voulais pas croire que dans la causerie, mais à chaque fois qu'elle racontait, ça attirait toujours mon attention, C'est là que ma camarade qui était assise à côté d'elle dit que moi j'aimerais bien voir quand j'essaie que ça n'existe pas, ce n'est pas un problème. Notre chef de classe était assis derrière, il dormait. Subitement, il se réveille après, il dit, c'est ce que vous faites souvent ici là. Quelqu'un vient, elle finit de localiser vos esprits. Elle raconte des trucs, elle vous dit, et vous croyez aussi. Quand quelque chose va arriver à quelqu'un ici en classe, arrêtez seulement vos histoires que vous racontez. Vous ne pouvez pas vous asseoir et parler. Vous pouvez encore que vous causez, mais encore vous raconter des choses des gars, que de parler des trucs comme ça là. Arrêtez ça. C'est là que mes camarades ont commencé à mal parler au chef de classe que oh, je veux qu'on montre que tu es là. Donc, je dis que ok, c'est toujours comme ça quand vous avez dit, vous ne comprenez pas. Moi, je ne sais pas si lui, il avait vu ce qui allait se passer, je ne sais pas. Le lendemain, nous sommes en classe en train de faire cours. Avant ça même, avant le lendemain là, presque à la sortie là, j'avais mon miroir, je me suis mirée avec. Je me suis mirée, j'ai remis ensemble. Après, elle pose sa main sur ma cuisse, elle me dit, mais tu t'es mirée avec un miroir. Je dis, oui, je me suis mirée. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Elle me dit, non. Ok, passe-moi un peu ton miroir. Je lui donne mon miroir. Elle ne s'est même pas mirée. Vu que lorsque je lui ai remis le miroir, elle a pris le miroir au moment de placer le miroir devant elle qu'elle veut se mirer. Elle a sursauté. C'est là que j'ai fait comme si je n'ai pas vu. Parce que ça un peu attiré mon attention, mais tout le monde était distrait, mais ça a attiré mon attention. J'ai fait comme si je n'ai pas vu. J'ai recommencé à arranger mon sac, quoi. Elle m'a guetté. Parce qu'elle m'a guetté voir si je lui regardais. Mais j'ai fait comme si je lui regardais pas, comme si je n'avais pas son temps. J'ai arrangé mon sac. Elle reprend encore le même miroir, là. Elle va encore placer comme ça pour regarder. Elle se saute encore. C'est là que je me retourne, je dis, c'est quoi? Tu as quel problème avec le miroir là? Après, elle dit, non. J'ai sauté passer, j'ai un truc qui m'a un peu fait mal au niveau de la côte là, donc du coup, la rate, machin, je dis, ok, s'il te plaît, passe mon miroir, parce que moi, je suis en train de rentrer sur le miroir que moi, je me mets avec et tout ça. Au moment qu'elle me passe le miroir, je n'ai même pas pu toucher le miroir avec mes mains. Le miroir a glissé, c'est tombé, ça s'est cassé. Ça s'est cassé complètement à miettes, déjà que je ne pouvais plus récupérer une partie que je vais me mirer avec. Donc c'était à miettes. J'ai regardé le miroir. C'est là que mes camarades se disent que vous nous avez à casser le miroir de l'Angouane. Vous allez payer le miroir, payer le miroir. Et je dis que c'est mon miroir. Si ça s'est cassé, laisse. Elle a ramassé les miettes. Elle me dit non, je vais venir te donner notre miroir demain. Après, elle a pris les miettes. Elle est partie avec, bon. Je lui ai dit, ça s'est cassé. Elle m'a dit que non, laisse, c'est moi qui ai cassé, ne touche pas, il va aller jeter. Elle est partie avec le miroir. Le lendemain, nous sommes en classe, en train de faire cours. Car la dame qui nous donnait cours, alors là, c'est une dame vraiment qui croit en Dieu. C'est une dame vraiment, je peux dire quoi. Elle voit et elle connaît qui est en classe. Parfois, quand elle arrive, elle dit, toi, cesse de faire ce que tu fais là. Ou toi, arrête ça. Le matin, quand elle a vu qu'au portail, on nous fouille. Et je vous assure que même nos conseillers de secteur, lui-même là, il n'est pas facile. Il n'est pas du tout facile. Parce que le matin, quand on arrive, on nous fouille. Donc, en fait, comme elle avait dit à ma camarade qu'elle allait lui montrer les mamies Ouattara et tout ça, elle est venue à l'école avec 2 boules. Le surveillant
Notre surveillant de secteur, quand elle entrait au portail, le surveillant de secteur lui dit, parce que le surveillant de secteur, parmi ceux qui fouillent au portail, lui dit, mais laisse ton esprit là dehors quand tu es ici à l'école, tu es élève. Quand tu es dehors, tu peux récupérer. C'est là que la fille rit. Elle dit qui est monsieur? Parce que j'étais là quand le surveillant lui dit ça. Elle dit qui est monsieur? Laissez quoi? Laissez quoi? Le surveillant m'a fouillé, on lui a fouillé, le surveillant a vu les 2 boules. Il a dit c'est pour faire quoi? Elle a dit c'était les boules, ça ne ressemblait à rien, ça n'avait pas de sens, je ne sais pas comment dire que ça n'a pas de sens. C'était ailleurs, c'était le boule que tu peux croiser en route à Caen, ou même un enfant peut jouer avec. Ça n'a pas de forme, c'était comme ça là. Le surveillant dit donc ok. Elle a juste dit que non, c'est juste son remède, quoi. Quand elle a mal, elle peut tirer par le nez, machin, truc. C'est un jour qu'elle entre pas en classe, elle est en train de faire cours. Elle arrive en classe comme d'habitude, elle s'est assise là, elle m'a salué. On a commencé à causer, elle m'a demandé comment j'ai dormi. Je dis que non, moi j'ai bien dormi, je me porte bien. Elle me dit ok, c'est important, tu dois te porter très bien. Subitement, ça n'a même pas fait 20 minutes. Le parent de ma camarade à qui on devait initier, parce qu'il y avait 3 personnes qu'on devait initier. Moi qui étais à côté d'elle, ma camarade qui a demandé à voir, et mon camarade qui a dit qu'il ne croyait pas à ça. Et une autre fille qu'on devait aussi initier, mais mon camarade, lui, on devait lui tuer. Parce qu'apparemment, lui, il avait aussi l'esprit, son esprit était aussi un peu plus fort que par rapport à l'esprit de la fille, en fait. Le surveillant arrive avec le parent. Subitement, le surveillant, parce que le parent est resté au bureau du principal, le surveillant appelle la jeune fille, appelle ma camarade, appelle l'autre fille et l'autre garçon, mais moi, on ne m'a pas appelé. Ils arrivent au bureau. Ils commencent à parler, je ne sais pas ce qu'ils se disaient là-bas. Ils reviennent tous en salle avec le principal. Nous sommes en salle, on voit comment ils arrivent. On était étonnés. Le surveillant dit à la fille, va prendre ce qui est dans ton sac. La fille crie et dit, qui monsieur, prends comment j'ai rien dans mon sac. Il dit, apporte-moi ton sac. On retient, on voit les boules là. Elle dit non, c'est son remède, c'est son remède. Après, le papa de la fille à qui on devait initier là, qui a dit que non, elle voulait voir. Son papa arrive et il dit, lorsque j'ai prié le matin, parce que c'est un pasteur, il dit lorsque j'ai prié le matin, j'ai ressenti que ma fille et ses camarades étaient en danger, que toi où tu es placé là, tu sais très bien que tu n'es pas humaine et que tu es venu pour une mission, tu es là pour les initier. C'est là que le pasteur lui dit que je ne suis pas là pour te nuire, je ne suis non plus là pour te faire du mal, mais j'aimerais que tu te mettes à parler, que tu parles franchement. La fille a commencé à parler que non, elle est restée accrébée parce que c'est une chrébienne, elle est accrébée et elle est sortie de l'eau. Car c'était parce que c'était au truc de la fin du mois comme ça là, elle est sortie de l'eau car il y a un nombre de personnes qu'on lui a demandé et tant qu'elle n'a pas encore atteint ce nombre de personnes, elle ne peut pas. Que où elle est là, elle a l'apparence, donc elle est sirène quoi, elle n'est pas humaine comme nous et qu'elle peut se transformer quand elle sort là, elle n'est plus humaine. Quand on regarde au registre des inscriptions, il n'y a pas son nom. Elle ne s'est pas inscrite. On ne sait pas par comment elle a fait pour avoir la tenue, mais elle est là et elle a les reçus. Parce qu'elle est passée par la caisse, elle a payé, elle a les reçus, elle a tout. Mais elle est là. C'est là qu'elle dit que non. Le projet, c'était d'initier la fille. Il repartit avec elle à Kribi, initier l'autre fille. Mais avec le garçon, c'était lui faire voir les sirènes. Donc elle devait se transformer en sirène en classe tard, peut-être après les cours. Et quand le garçon allait rentrer, il allait faire un accident sur la moto, en crise sur le camion et il allait mourir. Il était le seul à mourir parce que le motoman, lui, n'allait pas mourir, c'est lui qui allait mourir. Mais on avait peur, nous sommes restés comme ça. C'est là qu'elle se retourne, elle me regarde, elle me dit, après elle me dit, tu es tellement chanceuse. Pourquoi? Parce que le miroir dont tu m'as remis là pour me mirer, je ne pouvais pas. Ça s'est cassé parce que il y a quelque chose, quelqu'un te protège. Et soit vraiment... Après, elle m'a dit, il faut beaucoup prier. Car
tu es une fille vraiment bien encadrée. Tout le monde te protège, les prières de ta mère et tout ça. C'est pour ça que je n'ai pas pu t'atteindre et j'ai voulu t'utiliser. Car d'un côté, tu pouvais m'aider, de l'autre côté, tu... C'est là que le pasteur dit que d'un côté, pouvait t'aider parce que d'un côté, tu as envie de laisser ce que tu es en train de faire là. Et c'est elle qui pouvait t'aider. Et de l'autre côté, tu continues toujours à faire du mal aux gens. Après, elle a dit, elle a pris, le pasteur lui a dit, bon, moi, je ne suis pas là pour te nuire. Arrête ce que tu as envie de faire là et laisse ma fille tranquille. Le pasteur est rentré. Le principal a demandé qu'elle revienne avec ses parents. Le lendemain, elle est revenue avec un monsieur mince. C'est que ça me fait même rire. Elle est revenue avec un monsieur. Quand on nous appelle au bureau, la jeune fille a tout nié. J'ai dit, elle a tout nié. Elle n'avait pas de boule, elle n'avait rien parce qu'il y avait la gendarmerie à l'école. Elle a tout nié, qu'elle n'a rien dit. Mais malheureusement pour elle, le surveillant du secteur a fait le Dieu. Parce que lui, il a enregistré tout ce qu'elle disait. Elle a complètement nié qu'elle n'a rien dit. Elle a dit au principal que moi, je ne vous ai rien dit, monsieur. Vous confondez, je ne connais pas tout ce que vous racontez là, je ne connais pas. Donc, c'était le genre qu'on a encore appelé le père de la fille qui est pasteur là. Lorsqu'on nous a amenés au bureau pour raconter l'histoire, le monsieur en fait te regarde dans les yeux, il te contrôle l'esprit, le genre que tu bégayes, les mots ne sortent pas, tu ne parles pas, tu as froid. Les autres, on n'arrivait pas à parler. Quand je suis arrivée, le monsieur m'a regardé. Après, il me dit, ma fille, j'espère que ce que tu diras, j'espère que ce que tu diras, ce qui sortira de ta bouche là, j'espère que c'est une vérité, car si c'est le mensonge, sois-en sûr que tu vas y couper. C'est là que le pasteur se lève et dit que tu ne peux rien lui faire. Où elle est placée là, elle là, tu ne peux rien lui faire. Parce qu'elle n'a pas l'esprit comme tout le monde. Elle, tu ne peux rien lui faire, donc reste tranquille. Lorsque j'ai commencé à parler, le monsieur me fixait, il me regardait, j'avais froid. C'est là que le pasteur là se lève, il arrête ma main, il me dit, tu crois en Dieu? Je dis, oui, je crois en Dieu. Après, il me dit, respire, ok, n'aie pas peur, rien ne va t'arriver. Laisse le froid qui est en train de t'attraper là, comment tu es en train de trembler là, laisse, il ne peut rien faire. Ne les fixe pas, raconte. Aie confiance, car le Seigneur est là et il ne va rien te faire. On a commencé à raconter. Au final, la gendarmerie et ils sont partis, on a exclu la fille. 2 jours après, nos camarades restent, comme elle reste au niveau de la poste avant de venir à l'école, elle voit comment quelqu'un est devenu folle. Et elle demande que, mais quand elle se rapproche, elle constate que non, c'est nos camarades là. 2 jours après qu'elle exclut, elle est devenue folle. C'est là qu'elle est venue nous dire en classe que non, mais j'ai vu notre camarade et elle est devenue folle. Je n'ai pas pu raconter l'histoire là à ma mère. C'est samedi que ça me troublait. J'ai directement écrit à mon oncle. J'ai dit à mon oncle que, parce que mon oncle, lui, c'est aussi un homme de Dieu, un truc comme ça, des prêtres. Je lui ai dit non, mais tonton, j'ai envie de te parler, j'ai un truc qui me trouble. Après, il me dit, depuis que j'ai attendu ce moment, que tu viennes me parler, parce que je ne voulais pas venir de moi-même. Et pas besoin que tu racontes, car je connais déjà. Après, il m'a dit, attention, tu as arrêté de prier et continue à prier. Continue à prier. Et lorsque tu entres dans ta salle de classe, avant de mettre le pied au sein de la porte, dis juste que Seigneur, je sais que tu es avec moi. Comme j'entre là, je vais sortir tranquillement sans problème. Bon, tout ce que je peux dire maintenant, tout ce que je peux dire, mes chers amis, surtout à nous qui sommes encore au banc là, nous qui sommes encore des élèves, s'il vous plaît, faites attention. Ces gens que nous appelons amis, camarades là, ne sont pas franchement ce qu'on pense. L'amitié ne peut pas sortir nulle part comme ça là. Franchement, chers camarades, faites très attention, car de dehors ça ne blague pas, oui. Ça ne blague pas. Parce que si le père de ma camarade ne venait pas, en ce moment-là, je ne serais pas en train de vous raconter ça. Eux non plus ne sont pas là en vie. C'est que je sais pas, c'est que nous sommes déjà peut-être morts. Donc, faites très attention. Et parmi nous, en tant que camarades, il y a les esprits et les esprits.
Deux de nos camarades ont essayé de nous prévenir, mais on a négligé, mais heureusement que nous dit toujours que lorsque tu crois en Dieu, Dieu ne t'abandonne jamais. Et je remercie vraiment le Seigneur car je lui rends gloire. Je lui dis franchement merci. Car ce jour-là, il nous a franchement protégés. Il nous a protégés. Et je lui dis merci pour ce miroir qui s'est cassé. Car je ne sais pas si je prenais ce miroir que je me mirais, ce qui allait se passer. Je ne sais pas, mais je dis juste merci à Dieu. Bon, c'était ça mon histoire. J'espère revenir après. Merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Maintenant, on passe à la 9e histoire. Bonjour DMG et bonjour à tous ceux qui sont abonnés à DMG. J'aimerais dans un premier temps remercier cette émission qui nous sensibilise à chaque fois. Moi, en tout cas, les témoignages m'ont fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, j'ai une histoire que j'ai vécue. Ça fait à environ 2 semaines. 2 semaines. Et c'est l'histoire de ma camarade. Elle m'autorise à raconter cette histoire. Voilà, faut dire que ma camarade, ma copine, on se connaît depuis la terminale. Et on est restés de bons amis. Jusqu'aujourd'hui, on est encore dans la même église. Et on a eu la grâce d'être dans une église où Dieu vraiment guérit, Dieu révèle des situations, on voit Dieu décanter des situations à chaque fois. Mais ma camarade a un souci. Elle a un problème spirituel. Elle n'arrive pas à se marier. Quand elle rencontre quelqu'un, la personne l'aime, la personne est bien, mais au bout de 2 mois, c'est fini. Souvent même 1 mois, il y a des séparations bizarres qui apparaissent et puis ça se passe toujours négativement. Donc, à chaque fois, elle a 35 ans. Elle vit encore chez son frère. Son frère qui est marié, bien sûr, qui a des enfants. Donc, elle est gênée en fait. Rien ne va dans sa vie, c'est compliqué. Donc, toujours, elle me dit, mais tu sais, ma soeur, on vient, mais moi, quand Dieu révèle des choses sur moi, là, il ne rentre pas en profondeur. En tant voici ce que je vis. Donc, moi, je suis découragée. Et à chaque fois, je suis obligée de lui remonter le moral pour lui dire, ah, ma soeur, tu sais, laissons Dieu faire. Chaque chose à son temps. Dieu est capable. Laissons Dieu faire. Donc, elle se plaignait. Et puis, de plus en plus, elle devenait triste. Quand on finit le culte, on s'en va à la maison. Elle est triste. Moi, quand elle m'appelait, vous, au moins, on vous drague. Pour moi, c'est compliqué. Pour moi, il dit, ça va aller. Il dit, ça va aller. T'inquiète pas, Inès, ça va aller. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et les dimanches qui ont précédé ce que je vais vous dire, quand elle venait à l'église, là, franchement, elle était cassée. Elle était cassée. Et c'est comme ça qu'elle va commencer à chercher des solutions ailleurs. Elle est partie sur les réseaux sociaux. Quand on dit il y a un voyant ici, il y a un prophète, il y a tant, elle va là-bas. On dit, oh, ici, là, lui, il guérit, il fait tant, elle va là-bas. Et lui, là, quand tu le vois naître le lendemain, tu voyages, elle va là-bas. Elle a commencé à se promener, elle a commencé à aller elle partait partout, en fait. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur le compte d'une dame sur Facebook. Et la dame, on l'appelait maman quelque chose, je vais taire son nom. Elle est soignée. La dame soigne. On dit que c'est des astuces naturelles du moins qu'elle fait. Donc elle se dit, bon, si c'est des astuces naturelles, il n'y a pas de souci. Donc je vais aller voir la dame, peut-être que ma situation va changer. Et c'est comme ça qu'elle va chez la dame aussi à Abidjan, précisément dans le quartier de Port-Bouy. Et elle va chez cette dernière-là. La dame lui dit, ah, merci d'être venue et tout. Mais ici, tu es venu, il faut savoir que c'est ton terminus parce que quand tu vas ressortir, tu vas te marier, tout ce que tu veux, tu vas avoir. Je fais des astuces naturelles, certes, mais je suis aussi une dame commune. Voilà. Et que c'est les génies qui m'ont donné leur puissance et tout. Et que, moi, ce que je vais te demander, il faut que tu me donnes le sang humain de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ou bien quelqu'un de ton entourage, une amie, peu importe, mais arrange-toi pour m'envoyer le sang humain. Parce que le pas qu'on va faire là, pour que les hommes te courent après, pour que tu puisses te marier, il faut impérativement le sang humain. Elle dit, mais moi je suis venue ici parce que tu as parlé d'astuces naturelles, les plantes et tout. Mais ce que tu me demandes là, c'est mystique. Ça. La dame dit, ah, mais tu as déjà mis les pieds ici. Ici, quand tu viens,
soit tu fais ce que je te dis, ou bien soit tu n'as pas, de toute façon, tu n'auras pas le choix. Et c'est comme ça que je vous assure, la dame a commencé à dire des choses. Donc, elle a fait semblant, puisqu'elle avait peur, elle a commencé à prendre peur. Donc, elle a dit à la dame, ok, il n'y a pas de souci. Elle dit, il n'y a pas de souci, madame, je vais tout faire pour vous envoyer. Et puis, elle est partie. Donc, quand elle est partie, la première chose qu'elle a faite, elle a bloqué la dame. Elle s'est dit, oh, si je la bloque, peut-être que... Donc, la dame a su qu'elle avait bloqué. Et c'est comme ça qu'elle va appeler mon amie Inès. Inès ne répond pas. Elle lui laisse un message. Elle dit, tu sais, tu es venu me voir. Et moi, quand on vient dans ma maison, ici, là, il y a déjà des génies, il y a déjà des démons qui ont pris acte de ce que tu as dit. Tu as pris l'engagement d'accepter d'envoyer le sang humain. Moi, ce que je vais te dire, si tu n'envoies pas, je te donne une semaine, tu vas perdre la vie. Ah! Quand ma camarade a commencé à prendre peur, trembler, quand elle a lu le message, elle est même allée débloquer la dame pour lui demander pardon. La dame ne répondait pas. Elle a fait des messages, pardonnez madame. La dame ne répondait pas. Et le lendemain, elle a commencé à chauffer, à avoir une forte migraine. Des choses bizarres, il y a des taches qui ont commencé à apparaître sur elle. Elle a commencé la diarrhée. Elle-même, il faut dire qu'elle n'est pas grosse de nature. Mais elle a commencé à s'amaigrir encore plus. Et elle cachait cette histoire parce qu'elle avait peur d'en parler à quelqu'un et tout. Donc, une fois, elle m'appelle, elle qui n'aimait pas participer au fil d'histoire et consort. Elle m'appelle, elle me dit, ah, je vais aller au fil d'histoire aujourd'hui. Je dis, ah bon, vraiment, ah, ça me fait plaisir. Donc, il faut partir, c'est vendredi. Moi, je ne pourrais pas, mais va. De toute façon, je vais regarder le direct. Et c'est comme ça qu'au fil d'histoire, comme Dieu l'aime, Dieu va révéler sa situation. L'homme de Dieu lui a dit, mais je vois une dame derrière toi qui s'est jurée de te tuer. Parce que sur ton front, c'est comme si ils ont mis que dans le monde spirituel tu as recherché. Et que cette dame-là même a même une seringue. Elle veut t'injecter ça. Elle a commencé déjà à te rendre malade, mais elle veut t'injecter la substance qui est dans comment dire, la seringue là. Une fois qu'elle le fera, tu auras le VIH et tu vas mourir rapidement parce que ça sera la phase terminale. Et l'homme de Dieu, quand il a dit ça, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, oui papa, c'est vrai. Je suis à l'église ici, mais tellement que ma situation de mariage m'inquiète, ça fait longtemps, tout est difficile pour moi, donc j'ai commencé à m'orienter un peu ailleurs. Et je pensais que la dame travaillait de façon naturelle, mais voici ce qu'elle m'a demandé, tout ça. Mais tout le monde était choqué à l'église. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu a prié pour elle. Il lui a dit d'abord, demande pardon à Dieu. Elle a demandé pardon à Dieu. Il a prié pour elle. Et la maladie est partie aussi. Les tâches, je vous dis, comme si c'était quelque chose de... Vraiment, ça a disparu. Et ma camarade, elle m'a dit, franchement, ma soeur, c'est ce soit, même si Dieu ne m'accorde pas ce que je veux, moi, je ne laisserai jamais la main de Dieu parce que on ne sait pas où on va. Donc, je raconte cette histoire pour sensibiliser tout le monde, les jeunes hommes, les jeunes filles. Tu peux être un jeune homme parce que peut-être tes amis travaillent, toi, tu n'as pas d'argent. Tu vas partir voir quelqu'un, tu vas dire peut-être que c'est des astuces naturelles, mais tu es en train de vendre ton âme comme ça. C'est une jeune fille, si le mariage tarde, franchement, je t'encourage à attendre le temps de Dieu. C'est pas parce que X s'est marié ou Y que toi aussi, forcément, tu vas te marier à l'instant T. Dieu a un plan pour chacun. Évitons de mettre les pieds un peu partout. On ne sait pas où on va. Et il faut dire que le monde est devenu très, très bizarre. Donc, quelle que soit ta religion musulmane, tu es chrétien, quelle que soit ta religion, franchement, reste attaché à ton Dieu. Ne nous promenons pas. Donc, c'était mon histoire d'aujourd'hui. Merci et puis bonne journée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 10e et dernière histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à toute la communauté. Je souhaiterais raconter mon histoire. Une histoire qui m'est personnellement arrivée alors que je n'étais qu'en classe 4e. Et mon souhait est que cette histoire aide en particulier la sœur qui a lancé son cri d'alarme par rapport au fait qu'elle avait un serpent dans le ventre et qu'en général, qu'elle aide qui en a besoin.
Alors, mais avant, je tenais à dire quelque chose parce qu'elle a signalé qu'elle ne connaissait que Dieu. De ce que je sais et ce que j'ai fini par comprendre et me dire, je n'ai peut-être pas la science infuse, mais j'évite de discuter des sujets que je ne connais pas. J'évite de prendre position dans des choses que je n'ai pas étudiées. Surtout sur la religion, sur les croyances. De manière brève, je ne pourrais pas, à mon sens, porter un jugement sur l'islam, par exemple, parce que je ne connais rien de cette religion. Parce que je pense que si ce n'est peut-être pour vous, me direz que oui, on peut en parler parce que les expériences des autres, mais les expériences des autres ne nous emmènent pas à généraliser. Elles nous mettent la puce à l'oreille, nous apprenons, mais ce ne sont pas des vérités absolues. Et à travers cette histoire, j'ai compris qu'il fallait vraiment, réellement avoir sa propre expérience pour mieux comprendre souvent les choses. Alors, je suis gabonaise de confession religieuse catholique à la base. Et mon enfance a été une très belle enfance. Je suis d'une famille nombreuse. J'ai eu une très belle enfance. Je me suis amusée comme un enfant de mon âge. Mais il va se passer beaucoup de choses mystiques dans ma vie. Beaucoup plus que dans la vie de mes frères et sœurs. Je vais voler cette partie et m'attarder sur l'histoire du serpent. Alors, à 14 ans, alors que j'ai été beaucoup persécutée par des entités, par des personnes, et précisément un parent maternel, un ou des parents maternels, je me faisais suivre par des prêtres. J'étais en fait entre l'église, les tradipraticiens et l'école, parce que mes parents sont des personnes croyantes. Mais mon père et ma mère ont toujours dit qu'ils feraient tout. Ils peuvent tout négliger, mais ils ne peuvent pas négliger la santé d'un de leurs enfants. Ils feraient tout. Ils seraient capables de partir partout pour tenter de sauver la personne. C'est ce qu'ils ont fait me concernant. On allait à l'église, passer des séances d'exorcisme et tout. Mais laissez-moi vous dire que tout ce mélange-là de croyances n'ont jamais rien changé à l'attachement que j'ai pour Dieu, à ma connaissance de Dieu, à ma conscience de l'existence de Dieu, à mon amour pour Dieu. Ça, j'en suis convaincue. Et c'est alors que ce soir-là, je me faisais suivre par un prêtre du côté d'un quartier de Libreville. Les Gabonais et ceux qui sont déjà passés au Gabon sauront, l'Ikwala, il y avait un prêtre exorciste là-bas, très réputé. Et donc, il me donnait des chaînes de prière à faire à 3 heures. Je note aussi ici, parce que après c'est un penchant de la morale, que j'étais une enfant très peureuse. J'étais très peureuse jusqu'à ce que je puisse avoir mon fils à l'université. C'est mon fils qui m'a enlevé toute peur parce que j'ai compris que là j'avais donné la vie et qu'il fallait vraiment être une lionne, sinon vous alliez être bouffé. Sinon j'allais être bouffée dans cette vie, dans ce monde. Alors j'étais très peureuse, j'avais peur de tout et j'avais des visions. C'est en grandissant que j'ai compris que c'était des visions. Mais ma famille avant ne me comprenait pas. On disait toujours que oui, j'étais bizarre. J'étais le genre d'enfant. On m'appelait Esperantos, petit commissionnaire. Je suis dans la lune, mais je travaille très bien à l'école.
parce que j'ai toujours peur, j'entends des voix, je vois des choses bizarres. Et du coup, je connaissais Dieu, j'avais cet amour de Dieu parce que j'étais née dans cet environnement ecclésial-là. Alors, je fais ce jour-là la prière, il y a des bruits bizarres tout au long de la prière. Je prends déjà peur. En grandissant, maintenant, je peux dire en fait que je comprends pourquoi cette situation s'est passée. J'ai eu peur. Donc, ma prière, je la récitais juste, mais beaucoup avec de la peur en fait. Parce que les bruits étaient étranges. À l'époque, notre maison, elle était en planche. Et donc, il y avait de ces bruits. C'est comme s'il y avait des personnes derrière, dehors, qui grattaient les murs pour m'empêcher, en fait, de prononcer des paroles spirituelles, des paroles pleines de puissance, en fait. Mais je continue de faire ma lecture, parce que c'était des prières écrites. Une fois je termine, les bruits s'arrêtent aussi. Et moi, j'aime bien dormir en fait sur le bout ou l'autre bout du lit qui donne vers le mur. J'aimais bien me coucher à ce niveau-là. J'aimais bien que le dos touche le mur. C'est ainsi qu'une fois j'ai posé mon corps, je me suis allongée, j'ai ressenti quelque chose rentrer en moi. Mais je savais c'était quoi, c'était un serpent. Parce que c'est la première fois, je ne savais même pas que les serpents mystiques existaient et tout. Jamais vu un serpent réellement vivant, mais je faisais, en fait, quand le serpent est rentré, j'ai senti sa présence. Et j'ai senti quelque chose vraiment qui bougeait comme la sorte d'écrit. Ça faisait très mal. J'ai passé ce jour-là de 3h jusqu'à 14h de douleur. Je n'étais pas allée à l'école. Je me tordais tel un serpent. Je criais de douleur. Mais c'est en ne sachant pas comment faire. Dans la même période, il y avait un tradipraticien qui nous suivait depuis un bon bout de temps parce qu'il avait traité une de mes sœurs, qu'on a fait appel. Et quand on a fait appel, quand il m'a touché, n'importe qui pouvait juste me toucher sur les côtes là, vous deviez ressentir comment le serpent bouge. Vous deviez ressentir la grandeur du serpent, l'épaisseur et tout ça. Et donc, il dit à mes sœurs que ça, c'est le Mbumba. Chez moi, on avait des voisins. Et c'était des Pongouais. Et c'était des voisins, vraiment, on a grandi ensemble. Et depuis quand j'étais petite, on avait toujours un problème, on s'entendait hyper bien, mais sauf sur un plan, celui de la barrière. Lorsque mes parents tentaient de faire une barrière, ils se posaient, soi-disant, on bouffe leur terrain. Ce n'est que l'année passée qu'on a pu résoudre ce problème parce qu'on allait en justice et on a gagné. Et là, il y a la barrière. Et le monsieur va dire en fait que ce sont les voisins, parce qu'ils étaient aussi ancrés dans leur rite. Et dans mon quartier, et je pense que c'est un peu partout comme ça, le quartier a toujours des histoires, les familles ont toujours des histoires, des totems, des protections. Et eux, leur protection, un de leurs génies était un Mbumba, c'est-à-dire un serpent mystique. Ce qu'il faisait pour eux, je ne sais pas. Mais il a dit que j'avais prié à une heure où le serpent sortait, sillonnait. Et avec du recul maintenant, je peux me dire que si ce serpent, parce qu'il est rentré juste après la prière, si ce serpent a pu rentrer en moi, c'est parce que ma prière n'était pas portée. Ma prière n'était pas solide parce que j'avais peur. Et l'ennemi sait en fait. L'ennemi sait. Et récemment, j'ai assisté à une veillée de prière avec sketch et tout, où comment on illustrait le fait que l'ennemi, le moment
auquel l'ennemi puisse toujours attaquer nous les chrétiens. C'est la distraction. La distraction, c'est la peur, c'est le doute. Parce qu'une fois tu termines de prier, tu es peut-être sur ton télé, tu termines de faire ta prière, sans transition, tu es sur Facebook, sans transition, tu t'occupes, tu te distrais de manière inutile. L'ennemi rentre par là pour t'attaquer. Et quand il t'attaque, ta vie est bouleversée. C'est pas forcément que tu auras une maladie, mais ta vie est bouleversée. Tes choses commencent tout va de travers et tu ne sais pas comment faire. C'est lorsque ton instinct te dit qu'il faut continuer de prier, d'appeler le nom de Jéhovah, que tu te rends compte que là, en fait, les choses ont bougé, parce que toutes les fois que tu vas prononcer son nom avec détermination et que tu vas vraiment appeler à l'aide, un ange va commencer à arriver. Il va combattre pour toi. 2 anges, 3 anges. Si ça ne suffit pas, c'est là que le Créateur, celui qui donne la vie, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ, viendra te secourir. Et là, l'ennemi sera déstabilisé. Donc, pour revenir avec du recul, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. C'est parce que j'ai eu peur, ma prière n'a pas porté. Parce que l'ennemi a senti. Et comme ce sont des choses mystiques, moi je ne sais pas pourquoi il est entré en moi, je ne dirais pas qu'il me calculait forcément, mais j'en conclus que ce n'était pas... Après, en faisant des recherches, j'ai compris, selon des personnes qui pratiquent ce rite-là et tout, qu'il y a des bons serpents, il y a des mauvais serpents, un peu comme les sirènes et tout. Mais personnellement, moi, je me dis que c'était un mauvais serpent, personnellement. Que ce serpent-là était là pour détruire les autres. Peut-être là pour élever sa famille, ses maîtres, mais pour détruire et de servir. Et que nous, le voisinage, nous servions de repas. Nous lui servons de repas. Donc, ce que j'aimerais dire à cette sœur, c'est que tu ne peux pas vouloir te suicider si tu n'as rien fait, en fait. Si tu te suicides maintenant, Dieu va te le reprocher. Ne te suicide que si tu sais que tu as frappé à toutes les portes, que tu as tout fait. Et si Dieu reconnaît que tu as tout fait, il ne pourra même pas te permettre de te suicider. Il n'y a jamais de situation dans lesquelles Dieu permet qu'on puisse se retrouver sans solution. Il n'en existe pas. Il n'en existe pas. Si tu fais un récap, je suis sûre, si tu fais un récap dans ta vie, il y a quelque chose il y a une porte que tu as ouverte de manière volontaire ou involontaire. Parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que de rendez-vous. Tu as peut-être, comme toi-même tu reconnais, ce n'est pas forcément quelqu'un que tu connais. Le monde est rempli d'esprits bienveillants et malveillants. Comme tu le dis, tu n'étais pas dans Dieu, tu n'étais pas dans Christ. Et à ce moment-là, tu étais peut-être, tu étais accessible et l'ennemi passait par là, il t'a pris. Il t'a pris. Mais ma sœur, je veux te dire quelque chose. Ne prends pas position sur quelque chose que tu n'as pas expérimenté, que tu ne connais pas. C'est quand même, et je pense que c'est la réflexion un peu de tout le monde au Gabon. C'est quand même bizarre, hein? C'est vrai, les expériences des autres nous enseignent, mais les expériences des autres ne nous demandent pas de prendre position ou ne nous obligent pas à les accepter comme étant des vérités absolues. Dans toute chose, il y a le bien et le mal. Il faut toujours prier dans tout ce que tu fais. Quand on demande à Jésus, à Dieu de prendre le contrôle, d'être au centre de notre vie, vous pensez que ça voudrait dire quoi pour vous? C'est que même lorsque tu cherches la guérison, même lorsque tu vas aller voir un ganga, mets-toi d'abord en prière et tu demandes à Dieu de te montrer, de te donner le discernement, de t'envoyer un signe.
Je ne dis pas aujourd'hui que ce ne sont pas les pasteurs qui ne sont pas bons, ce ne sont pas les églises où tu es parti qui ne sont pas bons. Il y a quelque chose qui fait que qu'il n'y ait pas exaucement. Il y a quelque chose qui fait que ta prière, parce que la prière, une bonne prière, l'exaucement est la résultante d'une bonne prière. Une prière sincère, une prière. Je ne vais pas te dire, oui, il faut avoir la foi parce que je sais que tu l'as. Mais c'est quel genre de foi? Est-ce le réma, la foi que l'on a déjà, qui nous permet de savoir que Dieu existe, de nous attacher, ou la foi exceptionnelle que seul l'Esprit Saint peut placer en nous, cette foi qui déplace les montagnes. Aujourd'hui, moi j'apprends, c'est vrai, je suis un bébé spirituel, mais j'apprends, je continue d'apprendre sur le comportement de Dieu, sur comment prier. Souvent on prie, mais on ne prie pas bien. Et la prière est une chose, elle doit s'accompagner après d'actes. On parle souvent d'actes de foi. Tu ne peux pas, par exemple, un chômeur, tu ne peux pas, et il faut arrêter d'être religieux, mais il faut être spirituel. Tu es chômeur, chrétien, tu ne peux pas dire que tu vas juste prier, parler en langue et ne plus rien faire, ne plus rien tenter et espérant que Dieu te donne le miracle, c'est-à-dire le travail que l'on t'appelle juste comme ça, sans avoir déposé quelque part un dossier. Vous avez mal compris, si c'est ça, vous avez mal compris alors la notion de miracle. Il faut une base. Donc, c'est tout pour mon histoire concernant le serpent. Et finalement, c'est ce guérisseur-là qui me l'a enlevé. C'est ce guérisseur-là qui me l'a enlevé. Il a fait des potions que j'ai bu, c'est parti. J'ai continué dans la prière, j'ai continué à aller aller à l'église, on a continué. Je n'ai pas laissé cette prière. C'est là que j'ai réalisé que ça dérangeait. Lorsque tu pries pour ta vie, lorsque tu pries pour les personnes proches que tu connais qui te persécutent, c'est en fait toute l'armée démoniaque que tu persécutes à ce moment-là, c'est-à-dire les vieux sorciers de ton quartier, ton vieux voisin sorcier que tu persécutes. Je n'avais personnellement, et j'en suis sûre, je n'avais rien, je n'ai aucun lien, je n'avais aucun lien avec ce serpent, aucun lien avec cette famille. Donc, c'est tout ce que moi je peux te conseiller. Continue de prier, mais agis pour ta vie. Agis pour ta vie, va voir les tradipraticiens. Mets-toi en prière. Mets-toi en prière, demande à Dieu de te montrer où tu pourrais trouver, en quel serviteur il pourrait placer ta guérison. Il ne descendra pas du ciel pour t'imposer les mains. Merci, bonne soirée à vous. Merci. C'était l'épisode d'aujourd'hui. Je vous demande s'il vous plaît, likez, commentez, partagez. Donc, on se reprend demain pour 10 histoires mystiques. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Merci à tous ceux qui ont commenté et liké cette vidéo. Merci à vous. Voilà.